Je pense que c'est mieux que quelqu'un imite la voix de Moufette. Est-ce qu'on peut refaire une On fois? appelle Tripin. Oui, alors Flo. Bon, non, c'est- Culture, ça rapporte aussi avec la pop musique. Culture, ça rapporte aussi avec la pop musique. Culture, Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'À base de Pop 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 Pop. V2. V2, exactement. Un épisode consacré au string en peau de bête, au corps musclé huilé, à la lutte du bien contre le mal. Un épisode qui se consacrera à l'Heroic Fantasy, mais un épisode un peu spécial, beaucoup plus spécial que d'habitude, parce que nous avons une invitée. Et cette invitée, c'est... Escarina. Coucou, bonjour. Ah là là, Escarina, j'ai l'impression que ça fait longtemps que t'es là. Mais je suis toujours aussi contente d'être là, donc plus ça va. péchu que tout à l'heure. Hein. Si on le refait une troisième fois, ça sera peut-être Ouais, encore mieux. alors on hein. sera au top du top. Alors comment ça va, Karina? Qu'est-ce que ça te fait d'être parmi nous? Bah écoute, ça va très bien. Je pense que vous pouvez dévoiler le poteau rose. Oui. Est-ce que ça fera... Alors pour info, ça fait déjà 4 heures qu'on enregistre, mais on recommence tout. C'est Et ça. pourquoi? Et- Qu'est-ce qui s'est passé? grâce à moi et mon ordinateur qui a sauté. Youhou. Petit souci technique, ça arrive. Voilà, on a un petit souci technique, mais heureusement, on a des chefs de projet autour de la table qui ont repris les choses en main. Donc On refait un épisode planning de fou. condensé et c'est parti pour le tour de table. Choco, on va commencer par toi. Eh, c'est la première fois. Voilà. Eh ben, écoutez, Comment ça va, bonjour Choco à tous. Moi, ça va bien. Non, on a dit 3 mots. Ensuite, Baldwin. Ça va, ça va bien, suivant. Non, c'est tout. Punky, comment ça va? Non, sérieusement, ça va très bien. On est à Lille, il faut le préciser. On a mangé du Welsh. On a mangé du Welsh. C'est gras. On, On a a mangé bu- de l'huile, oui. Vous boit avez de la bu bière. du café lillois qui n'est pas du café. Une C'est bistouille. Exactement. Voilà, c'est de l'alcool, de l'alcool et une ligne de café. C'est ça. Exactement. Et de la Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? On est à 5 Red Ouais, c'est Bull. ça, c'est l'impression que je revis la même chose, mais plus vite. Je n'ai pas le temps. Alors moi, j'ai adoré Obradine, c'est vachement bien, des tableaux et tout. Baldwin, comment ça va? Moi, super bien, j'ai bu de bière, je suis super bien. À toi, Punky. Moi, ça va bien. Hier, on m'a forcé à voir Conjuring. J'ai eu peur parce que K n'était pas là pour me servir de doudou. Comment ça va? Ça va très bien. Franchement, ça fait pas. C'est trop. Eh, Moufette, Super comment ça va? speed. Moi, ça va super bien. Euh, Super bien. Poun poun, tout ça, c'est Ouais, super cool, lisez, le viol, les lisez enfants. Bonne Nuit Poun Poun. Putain, je suis dégoûtée. Je vous en reparlerai, mais lisez Bonne Nuit Ouais, Poun ouais. Poun. Bah, dis-toi, Si t'as la motivation à la fin, on fait des recos. motivé pour mon Poun Poun. La motivée à la fin, Ouais, on non, fait des recos. ça c'est pas con. Allez, ouais, Si vous vous assistez au brainstorming du podcast en direct pendant Voilà. le podcast. Tu dis c'est pas con, mais en fait, c'est ce qu'on faisait les premiers épisodes de faire les recos à la fin. Mais en tout- gros, si vous avez toujours la motivation, reco à la fin. la vie n'est qu'un éternel recommencement, c'est ce que ça C'est nous beau. apprend. Et SK, du coup, qui es-tu? Eh bien, écoute, je suis super beaucoup très ravie d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'Heroic Fantasy. Parce que en fait, c'est super marrant quand vous m'avez proposé de faire un podcast avec vous, vous m'avez proposé de parler d'Heroic Fantasy et j'étais hyper heureuse parce que c'est un sujet que j'adore. Mais il paraît qu'il faut que je me présente Ouais, très faut d'abord vite. te présenter. Pour les gens qui me Non connaissent mais pas. non, on va arrêter ce truc de très très vite. Ça doit être hyper relou pour les gens qui écoutent. Genre mon Dieu, qu'est-ce Tu qu'on est. l'écoutes en vitesse 2. Ouais, grave. Alors, Alors présente-toi tranquille. Voilà, en 3 mots, je suis rédac chef d'un site qui s'appelle Kiss My Geek. On fait de l'actu geek, donc on parle de tout, de jeux vidéo, de cinéma, d'animé, d'absolument tout. On est une équipe de bénévoles, on est 6 dans l'équipe rédactionnelle et on publie régulièrement du contenu sur le site. Et à côté de ça, je suis aussi chroniqueuse chez Super Gamerside, qui est un podcast jeux vidéo. On avait déjà reçu une partie de l'équipe dans une autre vie. Dans une autre vie, c'est ce que j'allais dire. Dans une autre vie. Donc du coup, je suis super contente aujourd'hui que ce soit moi qui soit chez vous. Voilà, il y a rien d'autre de beaucoup plus intéressant à dire sur moi. On en Karina, parlera ça après. fait quoi d'être une fille? Non, je- Et donc, tu es une femme dans un podcast d'hommes. C'est ça, exactement. mais on Mais- va pas en parler parce qu'on n'a pas le temps. Mais ce qu'on peut dire, et ce qu'on a retenu de ce qu'elle nous avait expliqué, c'est que même si c'est une femme dans un podcast d'hommes, ce sont des hommes qui la considèrent comme un poteau. Donc du coup, vous pouvez l'écouter parce que c'est vrai, il lui parle comme un poteau. Il la vanne comme un poteau. Voilà, c'est Et ça. elle leur répond comme un poteau. Alors au début, j'ai cru que je parlais d'un poteau P-O-T-E-A-U et Oui, je c'est- comprenais pas. C'est ce que j'allais Un dire. copain en fait, ok d'accord. Un copain. Je me suis fait friendzoner 6 fois par les mecs de l'équipe en fait. C'est ça.
Donc voilà. Mais on va parler d'Heroic Fantasy aujourd'hui et je sais que là, c'est le moment où je laisse la main. C'est une très bonne transition pour que tu nous expliques qu'est-ce que c'est que la fantasy, l'heroic fantasy. Bah ouais, voilà. Comme on l'a dit en intro, c'était Heroic Fantasy, mais c'est vrai que si on doit vraiment parler du genre, il faut recadrer un peu. Heroic Fantasy, c'est ce qu'on utilise en France, mais le genre, c'est vraiment la fantasy tout court. Si je devais le résumer en me basant sur Wikipédia, je dirais que c'est un genre situé à la Wikipédia dirait, c'est un genre situé à la croisée du merveilleux et du fantastique, qui prend ses sources dans l'histoire, les mythes et la science-fiction, ce qui est un peu étonnant pour la science-fiction. Donc voilà, je crois que la première fois que le mot est utilisé, c'était en 1949 c'est le magazine The Magazine of Fantasy justement qui a utilisé le terme fantasy dans son titre et qui publiait des extraits de nouvelles ou de romans de fantasy. Pour beaucoup, c'est la naissance de la fantasy, c'est avant tout Tolkien. Je pense que Le Seigneur des Anneaux. exactement, le Seigneur des Anneaux, donc la base, les orques, les nains, les elfes, sauver magie. le monde, la magie, le mal qui réapparaît en ce monde, Le destin et la prophétie. le destin et la prophétie. C'est un genre qui nourrit beaucoup les fans de Campbell et du voyage du héros, parce qu'il est souvent question de quête initiatique pour le personnage principal, si il y a un personnage principal. C'est un genre que le grand public maintenant connaît beaucoup grâce au cinéma depuis Le Seigneur des Anneaux et ensuite Games of Thrones. Game. Games. Game of Thrones. Game of Thrones. Putain, j'ai fait l'erreur. GOT. Donc Attends, que c'était sérieux là quand t'as fait le... oui, c'était ça. C'est de la fatigue. Elle t'a inceptionné quoi. Ouais, exactement. Mais c'est un genre qui est devenu assez populaire maintenant. C'est-à-dire que je pense, si on demande à quelqu'un qu'est-ce que l'heroic fantasy, peut-être qu'il ne le saura pas, mais au fond de lui, il le saura forcément. De la magie, des capes, de la fourrure, Des univers médiévaux c'est fantastiques une souvent. Du coup, il y a des chevaux Enfin, aussi. médiévaux. Ouais. des chevaux. Je crois qu'on peut revenir vraiment très rapidement sur tous les sous-genres. Quand on prend justement Game of Thrones, on est dans de la dark fantasy, qui est une vision beaucoup plus pessimiste, qui présente des univers qui sont imprégnés de cruauté, enfin un peu comme le nôtre. On a la high fantasy qui justement là on est plus du côté du Seigneur des Anneaux avec des êtres lumineux, avec de grands idéaux, et finalement le mal est quelque chose qui s'est infiltré par petites touches dans le monde. On a la low fantasy, on est plus dans le monde du conte de fées, c'est-à-dire il n'y a pas forcément une recherche dans l'origine de cette magie, de ces univers où on est le monde des contes de fées, c'est de la low fantasy. On a la space fantasy ou le space opéra ou la planète fantasy qui Planète prend opéra. place, planète opéra. On dirait un nom de truc de Et t'as sushi. Sword and Sorcery aussi. Planète Saturne, non. Mais Sword and Sorcery, c'est pour les gens qui aiment bien se toucher sur la fantasy. En gros, Alors, Sex fantasy. Sword and Sorcery, on disait que la différence avec l'heroic fantasy, c'est que l'heroic fantasy, les héros interviennent sur des enjeux qui vont avoir un impact sur le monde. Et Sword and Sorcery, ce sont des enjeux locaux. En fait, souvent des enjeux locaux ou alors des enjeux très personnels pour le personnage principal. Une vengeance, C'est-à-dire, un truc comme ça. une vengeance, un truc comme ça qui ne va pas impacter le devenir du monde. Et c'est pour ça que ça c'est Sword and Sorcery, c'est souvent des récits qui sont aussi très dark fantasy, parce qu'on a cette même thématique un peu existentielle. Voilà. Et dans les œuvres, j'ai l'impression d'aller Alors super juste, vite. non mais comme Non, t'as non, été c'est très bien. vite, il y a juste la distinction à faire entre fantastique et fantasy, Ouais, ça j'avoue, c'est important. je te laisse y aller du coup. Bah justement, ouais, le genre fantastique se définit par l'incursion dans le monde réel tel qu'on le connaît. Ça peut être à différentes époques, ça peut être aussi bien au Moyen Âge que dans le monde présent, d'éléments surnaturels. Mais ces éléments surnaturels ne font pas partie du monde dans lequel on évolue, et donc c'est considéré comme quelque chose de soit d'incongru, soit comme un élément qui va souvent déclencher le récit. On disait Or, Stephen King, par exemple. Exactement, ouais, Stephen King. Et des fois, Stephen King va flirter avec l'heroic fantasy quand on prend la Tour sombre,
où on Alors, est presque dans un univers. Il a écrit un livre j'ai oublié le nom du livre, mais je voulais en parler tout à l'heure. Il a écrit un livre en partenariat avec un autre auteur où en fait c'est un petit garçon qui traverse les États-Unis. Et là, il y avait vraiment de la vraie fantasy, puisqu'il y avait tout un passage qui était dans le monde réel avec des incursions de fantastique. Et de temps en temps, il passait dans l'autre monde, ce petit garçon. Et là, c'était complètement de la fantasy. D'ailleurs, on a des œuvres, on va dire grand public, qui flirtent aussi avec un peu entre les deux, entre le fantastique et la fantasy, comme Harry Potter, parce qu'on a des parties dans le monde réel, mais la plupart du récit se passe soit à Poudlard, soit dans un univers où les règles de magie sont admises et que finalement les moldus qui ne connaissent pas cet univers-là représentent une toute petite partie du récit. Mais ouais, voilà, ce qui fait vraiment la différence entre le fantastique et la fantasy, je pense que c'est ça, c'est que dans la fantasy, on est dans un univers qui est construit avec ses règles, on va dire fantastiques, qui font partie des règles de base et qui ne donnent pas les protagonistes et les habitants de ces univers fictifs. Dans les grandes œuvres majeures, j'ai déjà cité Le Seigneur des Anneaux, qui fait partie des œuvres fondatrices, mais il y a aussi, souvent ça se tape entre les deux, il y a Conan le Barbare, parce que comme je l'ai dit, le terme fantasy vient du magazine The Magazine of Fantasy, et donc on se retrouve dans cette culture pulp qu'on avait évoqué, et je vous renvoie à notre tout premier épisode. Et si on se réfère vraiment à cette culture pulp qui est un peu la naissance de la culture pop et donc de tous ces sous-genres, la science-fiction vient aussi de là. Un des auteurs majeurs, ça va être aussi, je sais plus quel est son prénom de Howard, parce que depuis tout à l'heure je dis Howard. Alors c'est Robert. 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 À l'américaine. Robert. C'est Robert. C'est Bébert. Robert E. Howard, donc créateur de Conan le Barbare. Conan le Barbare, grande œuvre qu'on peut classer dans de la dark fantasy justement, parce que il y a ces incursions un peu fantastiques et magiques, mais c'est vrai que c'est un récit. Et le mec qui plutôt... va sur Mars, le Carpenter, c'est Edgar Rice Burroughs et c'est la princesse de Mars. Alors ça, le problème, c'est que ça se situe à la fois dans la naissance du space opéra, mais ça peut être aussi considéré comme le space opéra peut être considéré presque comme de la fantasy, parce qu'on est dans un univers, certes, avec des éléments scientifiques, souvent un peu vite fait. Si on prend Star Wars. Souvent, vite fait. La force. La C'est force, tout. vite Les fait. médicloriens. Les médicloriens. Voilà, c'est vite fait. Dans Warhammer 40 000, tout ça aussi. Exactement, ouais, l'univers de Warhammer 40 000. Alors évidemment, là, en évoquant Warhammer 40 000, ce qu'on peut dire, c'est que l'heroic fantasy ou la fantasy, ça va bien au-delà de la littérature. Comme je l'ai dit, on connaît tous Le Seigneur des Anneaux, l'adaptation de Peter Jackson. On regarde tous Game of Thrones, qui est l'adaptation encore d'un bouquin. Mais dans le jeu vidéo, on a énormément de sagas originales pour le coup, même si elles s'inspirent énormément de ses écrits, qui sont devenus des œuvres cultes. Dragon Age, Baldur's Gate, Witcher. Warcraft, The The Witcher. Henri Cavill. Warcraft. Geralt de Rive. Je dis Warcraft. Mais la plupart de ces jeux que t'as cités émanent d'un univers préexistant. Exactement, ouais. Soit directement, soit c'est une licence, soit c'est honteusement repampé des fois des univers entiers. Et là, je m'adresse à Blizzard. Et ce qu'on avait évoqué dans la V1 sur Games Workshop. Donc Games Workshop, pour resituer, c'est une boîte qui fait des jeux de plateau, c'est-à-dire des jeux de plateau et des jeux de rôle, situés dans un univers très étendu qui va justement de l'heroic fantasy classique, si on se base sur Warhammer Battle. C'est quoi déjà le nom exactement? C'est ça, Warhammer Battle, c'est la Medfan, et Ouais. Warhammer 40K, c'est le Space Opera. Space Opera, ouais. Mais toujours c'est-à-dire que c'est du Space Opera, mais avec des nécromanciens, des orques, Ouais. En fait, c'est les mêmes univers, mais à des époques différentes. Donc, il y en a une plutôt dans le médiéval et une très futuriste. C'est-à-dire que les orques ont des combinaisons. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est des orques qui se battent avec des putains de pétoirs. Les elfes qui deviennent des Eldar, donc t'imagines. Et si vous avez déjà joué à StarCraft est une adaptation officieuse de justement de Warhammer 40 000. Une repompée honteuse. Une repompée En honteuse. fait, c'est l'équivalent de Warcraft dans le futur, comme Exactement. Warhammer 40 000. Et Warcraft, parce que finalement beaucoup de boîtes ont repris, on va dire, l'esthétique heroic fantasy pour faire des œuvres. Mais Warcraft, ce qui est assez spécial, c'est que Warcraft, c'est vraiment une repompe de Warhammer Battle. C'est-à-dire que la manière dont les orques sont gaulés, la manière Les dont elfes. les elfes, les armures, l'esthétique, toute l'esthétique a été reprise.
Ceci dit, Travail de Games Workshop. la différence entre Warhammer Battle 40K et Warcraft et Stargate, n'importe quoi, et Starcraft, c'est qu'il me semble pas que Starcraft ce soit le même univers que oui, Warcraft. c'est pas les mêmes. Non, c'est pas les mêmes. T'as factions, pas ça. d'orques, C'est etc. pas le même C'est les univers, Terran, ouais. les Zergs et Ouais, voilà. et Mais les les Protoss, on sent vraiment l'influence des Zelda. Ouais, complètement. Ouais. On vous a perdu. Bah oui. Bah alors, Quelqu'un qui connaît pas, bah oui, les Protoss. T'es con. Mais c'est la euh, même esthétique. Ouais. Mais voilà, autre chose importante quand même, c'est cette base mythologique, c'est-à-dire que l'heroic fantasy, on peut, voilà, si on s'en tient à l'utilisation de la terme fantasy, ouais, effectivement, c'est plus dans les années 50 que c'est né avec justement cette culture des magazines pulp. Mais si on revient même à l'Antiquité et aux récits mythologiques anciens, c'est quasiment l'heroic fantasy. Si on prend l'Iliade ou l'Odyssée, ou j'avais noté tout à l'heure parce que ça permettait de faire une dédicace à Gilgamesh. Où est-ce que j'ai noté ça? Je suis perdu. Aidez-moi. c'est aidez-moi. l'épopée De Gilgamesh. de Gilgamesh en fait qui est. Exactement, l'épopée de Gilgamesh, ça peut être considéré comme un récit complètement heroic fantasy, donc dédicace à Sofiane de CQLB. Bah justement, Escarina, on t'a invité parce que t'es une grande amatrice de ces univers-là et Comment tu Mais fais trop bien ta Scarina, transition. comment es-tu arrivée justement, ouais. à aimer l'heroic Ouais, fantasy? qu'est-ce qui a fait Raconte-nous. Ceci dit, par pur esprit de contradiction, non, vous m'avez pas invité parce que je suis fan de Heroic Fantasy. C'est ça qui est génial. C'est pour ça qu'on était destinés à faire ce podcast ensemble. C'est qu'on s'est rendu compte après coup qu'effectivement, Ah, c'est vrai. vous me proposiez l'Heroic Fantasy et que je kiffais ça. Et alors pourquoi Alors je c'est kiffe ça totalement faux. Alors que je déteste ça, j'ai été chercher un récit sur internet. Non, en fait, effectivement, l'Heroic Fantasy, c'est un genre que j'adore, c'est des univers que j'adore. Et alors, quand on s'en est parlé, on disait, ah bah, faudrait que je revienne sur mon historique personnel de pourquoi est-ce que j'aime l'Heroic Fantasy. Et bah, aujourd'hui, je suis toujours incapable de vous dire pourquoi j'aime ça. Je suis sûre que c'est un rapport avec ta grand-mère. Je sais pas pourquoi. Mais ouais, en fait, c'est vraiment des univers qui ont baigné mon enfance et qui ont fait qu'aujourd'hui, qui ont construit ma culture geek, ma culture populaire, qui m'ont fait m'intéresser au cinéma, aux comics, à la littérature, etc. Et en fait, ça a commencé hyper tôt, c'est-à-dire que moi, j'ai été élevée par ma mère et ma grand-mère, et ma grand-mère était une grosse lectrice, et en fait, elle nous a très tôt, à mon frère et moi, elle nous a inculqué, on va dire, le plaisir de la lecture. Et bah, quand t'es enfant et que tu t'apprends à lire, en général, le plus facile, c'est de commencer par la BD. Et en fait, quand on était petit, elle nous a offert la BD de Bilbo le Hobbit. Vous pouvez encore la trouver facilement. Elle se trouve assez facilement. C'est du très très beau dessin. Et en fait, c'est la première fois que j'ai été confrontée à l'univers de Tolkien et plus généralement de l'Heroic Fantasy, c'était via cette BD. Et en fait, j'ai adoré. Et je pense que ma grand-mère a vu que que j'aimais bien ces univers-là, et elle m'a fait découvrir d'autres auteurs comme Fedgen et Marion Zimmer Bradley qui ont travaillé sur tout ce qui est légendes arthuriennes. Et tout de suite, j'ai été happée par ces univers. Alors, je sais pas si c'est le côté un peu naïf, merveilleux, les fées, etc. Que j'ai bien aimé. Ça finit bien. Que ça finit bien. Sauf la légende arthurienne. Ouais, voilà. Et donc du coup j'ai commencé par là, et après ça a continué avec le petit écran. Donc ma mère et ma grand-mère m'ont toujours montré plein de films et de dessins animés, comme par exemple le dessin animé du Seigneur des Anneaux. Tout à l'heure t'expliquais, Karim, du coup comment c'était Ouais, fait. ouais, C'était en rotoscopie. Réalisé par Ralph Bakshi, qui était un grand spécialiste de la rotoscopie. Donc la rotoscopie, ça consiste à dessiner par-dessus des images filmées. C'est ce qui avait été utilisé d'ailleurs sur Blanche-Neige. Et ça donne un rendu assez spécial avec cette animation très réaliste, en même temps ce rendu très cartoon. Et c'est vraiment un dessin animé que je recommande juste visuellement, parce que c'est beau. Ouais, Voilà. malheureusement, ils ont pas eu le budget pour faire le deuxième et dernier film. Donc, si vous regardez ce film-là, bah, il est coupé au niveau du scénario. Il y a pas de fin, en fait. Ça s'arrête à quel moment déjà du Seigneur des Anneaux? Je ne sais plus. Ça fait très longtemps que je l'ai vu. Il me semble que ça colle plus ou moins avec les films de Peter Jackson. Il me semble que c'est un peu après la formation de la communauté de l'anneau, mais je suis plus certaine. Ça fait vraiment très longtemps que je sais que j'avais vu un moment des dessins préparatoires pour Shelob et tout, et c'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas eu droit à ça. C'est dommage que ça ait été jamais terminé. Shelob, donc, qui était une araignée. Et dans les autres films que j'ai regardés petites qui m'ont marqué, il y avait Willow. Premier kink dans l'enfance avec Mad Martigan joué par Val Kilmer, où voilà, qui a un alignement chaotique
Chaotique bon, ouais. Du coup, ouais, c'est l'histoire d'un nain, enfin d'un espèce de alphelin qui doit sauver un bébé qui a une destinée, voilà, qui est une princesse et qui a une destinée incroyable. Et il est pour ça accompagné d'une sorcière, d'un guerrier et d'une guerrière. Et je me rappelle, il y avait une scène qui m'avait marqué, c'est la scène de fin où t'as le combat entre les deux sorcières. Ces deux petites vieilles, c'est ridicule. Elles sont dans une tour et elles se font voler en tournant. Et on dirait Gandalf versus Saruman à Isengard, bon, pour ceux à qui ça parlera. J'avais bien aimé, n'empêche, Gandalf versus Isengard, parce qu'il y avait un côté presque un peu sale, tu vois, dans leur manière de se taper. D'habitude, la magie, c'est... C'est Non, mais ça fait une bataille de vieillards. Ouais, Quand ouais. tu vois, t'imagines des vieux. Ils Tu m'as piqué mon Ils se dentier. donnaient des coups quand même. Ah non, Ils ça faisait s'envoyaient mal. des coups de N'importe canne dans la quel gueule. vieillard serait déjà mort 50 fois. Il y avait quelque chose de très violent dans la mise en scène de ces deux vieux qui se donnent des Presque coups. grotesque. Ouais. C'est assez marrant de les voir voler dans tous les sens comme ça, c'est bien délire. Dans les autres films que j'ai vus gamine et qui m'ont marqué pareil, Une histoire sans fin, qui a très mal vieilli. Hein, Ah, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Moi, j'ai une vraie Il y a pas si mal que Ouais, mais il y a ça. une vraie tendresse. Enfin, qui n'a pas rêvé de voler sur ce chien Non, volant je suis d'accord. Non, chien de alors, race. Sur ouais. cette marionnette dégueulasse. Il me mettait un peu mal à l'aise. Ouais, parce qu'il avait un petit côté j'aime les enfants, je suis pas trop fan. Mais par contre, non, vrai. moi je trouve que les maquettes, les machins, je trouve que ça passe si mal vieilli. Et puis la musique est toujours aussi. Et le sublime. loup, moi, Ouais. me faisait flipper. Alors déjà, il avait ce Ouais. nom qu'on n'arrive pas à prononcer. Mort, je sais pas comment on dit. On aurait dit. Bah, le loup qui le poursuit m'avait fait flipper. Non, mais il fait flipper, j'avoue. Non, c'est pour moi, ça reste encore tu peux le montrer à tes enfants. Moi, j'aimais bien Atreyu quand j'étais D'ailleurs, petite. pour en revenir à J'étais ces... amoureuse d'être Ouais, moi aussi. Moi aussi. Et son cheval. Mais aujourd'hui, il ressemble à un vieux toxicomane, l'acteur. Mais faut pas regarder ce genre de choses. C'est vrai que Artax, c'était Artax, le cheval. la mort d'Artax, le truc le plus dramatique, c'est la mort de Bambi, quoi. C'est un Il y truc a des rumeurs sur internet qui disent qu'il était vraiment mort sur le lieu de tournage. C'est faux, sachez-le. Il est mort après le tournage. La fin ultra angoissante de ce film avec le monde qui disparaît. Ah ouais, Oui, non, mais au c'est- final, Et ça la se finit petite quand même bien. princesse toute mimi. Oui. Alors le seul tout truc que j'ai pas mimi. réussi à savoir dans ce film, c'est que bon, on peut le spoiler, on s'en fout. Donc pour sauver le monde, Il y a prescription. le monde imaginaire, c'est qu'il doit donner un nom à l'impératrice, un Oui. nouveau nom, et le crie à la fenêtre. Et c'est le nom de sa mère. Sauf que j'ai jamais réussi à comprendre C'est- c'était quoi le nom de sa mère. Et j'ai regardé sur internet. C'est Hein. pas Béatrice. Je sais pas. J'ai regardé sur internet. Il y a plein de gens qui sont incapables de dire Mais ce que c'est. je crois que c'est Et Béatrice. donc j'ai regardé. Béatrice. Attends. Je suis pas sûr parce que Ça devait pas être Germaine. Je l'ai regardé en VO et c'est même pas sous-titré en VO. Et c'est pour ça que j'ai pas compris. Mais je suis dégoûté. Le temps que Punky retrouve, Vas-y, Je vais on te retrouver, laisse continuer. continue. Du coup, dans les autres films qui m'ont marqué, Conan le Barbare, Dark Crystal et Monty Python, parce qu'il y a beaucoup d'œuvres absurdes dans la fantasy qui sont hyper intéressantes, comme Terry Pratchett, etc. Et avec Sacré Graal, j'ai vraiment, pareil, découvert un autre aspect de la fantasy en étant gamine. Terry Pratchett, c'est pas de là d'où tient ton surnom? Je crois, Si. il me semble de mémoire. hein. Exactement. Bien vu. Qu'est-ce qu'on te connaît bien? Voilà, après, donc ça, c'était les tout Marina, débuts. c'est Marina. Pardon. Ça pue comme nom de princesse, Marina. Attends, dans les cheveux Non, de- mais non, de le Derek, nom ça le nom de la mère dans l'histoire sans fin. Ah, Ouais, peut-être. ouais. Si l'autre, elle s'en bat les... Non, mais... Ouais, si, ça passe. Et après, j'ai découvert, donc en grandissant un petit peu, tout ce qui est jeux de rôle, jeux de plateau, notamment jeux de figurines avec Warhammer. Ça, c'est mon cousin qui nous avait initié, qui est un peu plus âgé que mon frère et moi, qui nous a initié aux univers de Warhammer Battle, aux jeux de rôle sur papier, Donjons et Dragons. Et donc, tout ça fait que j'ai commencé à lire des bouquins de Donjons et Dragons, notamment la licence Lance-Dragon. Donc au collège, je me baladais avec ça pendant que les filles étaient en train de lire, c'était quoi Le Club des 5. le Club des 5 et non, je pensais plus au magazine Jeune et Jolie. Bon bah il y en a qui étaient sur Jeune et Jolie, moi j'étais sur Lance Dragon, chacun son truc. J'ai eu le même problème avec d'autres types de bouquins, mais j'ai eu. Voilà, les vrais se reconnaîtront. Et j'ai eu un PC quand j'étais en 4e, donc j'ai découvert les merveilleux univers de Baldur's Gate, Icewind Dale. Ah oui, bah oui, ah oui, mais oui, c'est vrai un que battle de photos de Bastien. Moufette est en train de nous montrer à quoi ressemble l'acteur de Bastien Oh aujourd'hui. putain. C'est vrai qu'on dirait un vieux pastafaris Mais dégueulasse. non, on dirait Raël. C'est ça. Grave. On dirait un complètement gourou de Non, secte. c'est pas, faut pas avoir ça. Non, mais il faut pas regarder comment Ah on non. vieillit les gens qui jouaient des enfants dans les films des années 80. Oui, parce qu'il avait fait un autre film qui avait marché, c'était Daryl, je crois. Daryl, oui, il jouait un robot. Exactement. Mais je crois qu'il est tout ce qu'il a fait.
Du coup, voilà, C'était un gamin, premier contact avec les RPG dans le jeu vidéo et le RPG papier où j'ai bien kiffé, et ça s'est étendu plus tard quand j'ai eu Internet et que j'ai découvert Ultima Online, des serveurs RP sur lesquels j'ai perdu de nombreuses heures de ma vie. Alors, serveur RP, pour nous rappeler, donc serveur roleplay. C'est ça, où en fait t'incarnes un personnage, donc là dans un univers heroic fantasy, et en fait c'était une façon de donner vie à travers un personnage que j'imaginais à toutes les lectures de ces univers heroic fantasy dont je m'étais nourrie pendant toutes ces années, et j'ai passé des nombres. Ça permet de créer, ça en fait, permettrait de créer des liens, parce qu'il y a même des gens qui sont sortis avec d'autres personnes. Enfin, il y a des gens qui sont sortis. Ah ouais, non, dans Des filles et des est-ce garçons qu'il y a eu sortis des ensemble. est-ce qu'il y avait des histoires Sexuelles. non, mais pas sexuelles, mais Non mais si. ah Non mais ah, bah, le roleplay c'est touché. sympa. mon premier petit copain, je l'ai rencontré comme ça. C'était un orc. Non, même pas. Non, j'ai vraiment, je me suis vraiment fait des amis sur ce jeu avec qui j'ai gardé encore contact aujourd'hui. C'était vraiment une vraie communauté de gens passionnés. Enfin voilà. Passionné du genre même à parler elfique, non, ça m'étonnerait quand même. Ah oui, c'est vrai. Alors, non mais ça c'est venu après parce que C'est venu quand elle a vu après, le Seigneur des Anneaux. c'est Elle ça. a été le voir 15 fois au cinéma. C'est ça, juste après cette période Ultima Online, et je disais Donjon de Nullbuck aussi, mais c'est pas tout à fait le même délire, mais il y a le Seigneur des Anneaux qui est sorti au cinéma, et donc là c'est la révélation. Déjà tout le monde en parle, alors qu'avant les univers heroic fantasy, il y avait moi avec mon lance-dragon dans la cour de récré, et puis mon cousin, et puis en fait les autres s'en battaient les steaks. Mais avec la sortie du Seigneur des Anneaux au cinéma, c'est Ça a mis tout le monde d'accord. voilà, exactement. Et moi, ça m'a confirmé que j'adorais ces univers-là. Et donc, j'étais tellement fan du Seigneur des Anneaux que j'ai été le voir. C'est un des rares films que j'ai été revoir au cinéma. Et j'étais amoureuse de Legolas, Orlando Bloom, hein. Et j'ai appris l'elfique. Ah, ça, on l'avait pas dans la V1, ça. Ouais, Ah, t'aimais c'est ça. pas le roi Aragorn, non, moi j'étais Aragorn. team Legolas à fond, quoi. La même. Toi, tu veux qu'il soit La propre, même. le mec, quoi. Ah, mais Legolas. Et des C'est oreilles surtout que pointues. Legolas, il sait surfer sur un bouclier. Pour le coup, Exactement. Aragorn, Il déjà, il marche sur la neige. Sexy, hein. Aragorn, il avait un côté sexy. Alors aujourd'hui, Grand pas. quand je les Sexy, revois, ça. Oui. j'ai tendance à plus aimer Aragorn, mais quand j'étais gamine, c'était Ouais, mais Legolas. je me souviens que toutes Personne les n'aime meufs Gimli. étaient à balle sur Legolas. Et donc voilà, j'étais tellement fan du Seigneur des Anneaux que j'ai commencé à apprendre l'elfique. C'est ouf. Et donc ouais, et Tu te donc souviens de rien, de petites je- phrases en elfique absolument pas, non, malheureusement. Il faut dire que ça me sert pas trop dans la vie de tous les jours. Sur un CV, je suis sûr que ça peut le faire. Et donc à l'époque, c'était à ce moment-là aussi où je commençais à avoir internet à la maison, et en plus Ultima Online, j'allais squatter sur des serveurs RP Caramel Seigneur des Anneaux où on se parlait en elfique. Ça allait très très loin. C'est dommage qu'on ne voit pas parce que tu le fais un peu en rap, genre avec des, Je avec des bats. signes saccadés. Je scande avec mes mots avec ma main façon Eminem, rappeuse blanche dégueulasse. Bon voilà, donc ça c'était vraiment le début de la révélation pour moi, que effectivement j'adorais l'heroic fantasy, et après j'ai lu des tonnes de bouquins, notamment Robin Hobb qui fait partie de mes auteurs préférés en heroic fantasy. Et alors là c'est le moment où je fais du name dropping, attention, de Alors, tous je sais les... qu'il y avait du Terry Pratchett. Fais-le avec la main comme ça. Alors Robin Hobb, George Martin avec Ouais, le Games of Thrones. Bien, Game- bien. Mais non, mais non. Game of Thrones. J'ai Game of Thrones. Game of Thrones. Game of Thrones. C'est le jeu des trônes et pas les jeux du trône. Ouais, mais des Alors fois, il y a qu'il y a qu'un plusieurs trône. jeux, t'as l'impression, quand tu vois. Alors après j'ai noté Greg Case qui a fait les Royaumes d'Épine et d'Os, c'est une putain de saga aussi. Terry Pratchett, donc là aussi c'est de la fantasy Le monde avec la parodique. tortue. C'est pas- attends, C'est ça. Dit C'est Squirrel. une cosmogonie avec une terre plate avec des tortues Ouais, qui sont c'est sur des Dit éléphants. Squirrel. Alors c'est la Terre plate Attends. qui est sur 4 éléphants qui sont sur qui une sont tortue, sur une tortue. qui volent dans l'espace. Voilà, c'est ça. Et ça choque que moi. D'accord. Non, c'est pour savoir. C'est un écrivain anglais qui fait de la fantasy humoristique. Donc c'est hyper décalé. Je C'est l'ai connu grâce aux jeux vidéo, moi, d'ailleurs. Parce qu'il y a eu l'adaptation Discworld. Discworld, et c'est comme ça que j'ai entendu parler de lui. donc Et c'est sa fille, qui écrit dans le jeu vidéo. tout à fait Rihanna Pratchett, comme la Elle chante chanteuse. aussi. Il a fait 2-3 tubes. Il me semble qu'elle a écrit pour Mass Effect, enfin elle écrit pour BioWare, si je dis pas de pour bêtises. Tomb Raider, pour, ouais. Voilà. Donc Terry Pratchett, du très très lourd, où là un univers hyper travaillé, mais complètement loufoque. Enfin c'est vraiment un aspect totalement différent de la fantasy. C'est ça qui est génial avec la fantasy, c'est que comme disait Choco tout à l'heure, il y a 1001 facettes de la fantasy. Mais ce qui est marquant en général, c'est que les univers sont hyper travaillés, donc tu trouves toujours ton compte. Et donc c'est de là d'où vient mon pseudo, Escarina. Ce chuchoté glissé. Escarina de la Escarina.
Après, ouais, j'ai lu aussi un peu de Howard avec Conan. Pareil, j'ai grosse surprise. C'est de la littérature qui a très peu vieilli. Beaucoup de BD aussi avec merci le Lanfeust Mag, Zorn et Dirna, Lanfeust, Donjon de Trondheim Esfar que je vous conseille vraiment de lire. Là aussi, c'est de la fantaisie décalée humoristique. Si vous n'avez jamais lu Donjon, lisez-le, c'est le bien. En France, j'ai l'impression qu'on est assez dans la bande dessinée Heroic Fantasy, on est souvent dans ce côté un peu parodique, mais en même temps fait par des fans. Et c'est vrai qu'on est assez, même le Donjon d'Albuck, finalement, c'est très français. Et Ouais. on a un truc là-dessus. Pen of Chaos, c'est français ou c'est canadien, je sais plus. Ça dépend, ils ont l'accent. Je n'imiterai pas l'accent. Sinon, ce serait le stylo du carreau. Donc c'est peut-être français. C'était très mauvais. Et les auteurs, pardon, que j'ai découvert plus récemment, Salvatore, alors je sais pas si on dit Salvatore ou Salvatore, qui a fait toute la saga de Dries Doyurden dans l'univers des Royaumes oubliés de Donjons et Dragons, Jaworski, Feist, Glenn Cook avec la Compagnie Noire, où c'est vraiment C'est de la dark fantasy. Voilà, c'est une bande de voleurs, de violeurs, etc. Qui, je sais même plus ce que c'est l'intrigue, mais je me rappelle que ça m'avait marqué parce que c'était C'est vraiment la compagnie, très violent. c'est des mercenaires en fait. C'est donc ça. C'est très dans un univers très sombre. Et voilà, après du Eddings, du Gmail, du Moorcock. Gmail, voilà, c'est une boîte mail. du Gmail, ouais. Mais voilà, il y a plein d'auteurs à découvrir, que je découvre. Le plaisir que j'ai à lire les vieilles œuvres cultes où je me dis il faut que je lise ça parce que c'est canonique dans l'histoire, enfin culte dans l'histoire de la fantasy. Et quand tu le lis, en fait, ça n'a pas vieilli, quoi. T'as pas l'impression de lire de la fantasy qui remonte à un siècle. Enfin, c'est Alors, parce que tu Bah, dis, c'est comment- surtout beaucoup de littérature, j'ai l'impression. Essentiellement, même Beaucoup de 90% de lecture. littérature, j'ai Mais l'impression. justement, ce que j'ai plus le temps de faire des Je RPG. vais faire Ce une qu'on avait Reddit, déjà mais dit, ouais. ce qu'on avait déjà dit, c'est qu'en fait, c'est plus facile parce que ce sont des univers qui coûtent cher à produire au cinéma. Parce qu'à partir du moment où tu dois placer de ton histoire dans un univers fantasy, tu es Créer obligé. tout un décor, en fait. Tu dois faire un décor, donc ça coûte cher parce que quand tu fais un décor juste avec du fond vert, bah ça fait pas, t'as pas le sentiment que c'est réel. Tu dois avoir des costumes, des vrais bons costumes bien travaillés, c'est pas des trucs qui font tout neuf. Et puis, Donc ça demande des artisans, on les l'a artisans ça vu, coûte quoi, cher. on a beaucoup, avec Punky, on a beaucoup saigné les making of du Seigneur des Anneaux. Et ça demande une c'est des pré-production. artisans Ouais, qu'ils ont. c'est ça, c'est une pré-production qui va prendre énormément de temps, donc Mais encore de l'argent. ils t'ont créé tous les costumes, t'as des artisans qui t'ont cousu des trucs, qui ont inventé des matières en disant voilà ça c'est telle culture donc ils vont être comme ça. Les armes, ils ont designé des armes, les armes elfiques, elles doivent avoir ce cahier des charges là parce que c'est telle culture et ils les designent et puis après ils leur donnent une patine qui dit que cette arme bah, elle a 1000 ans en fait ou 500 ans ou peu importe. Tout ça c'est de l'artisanat et l'artisanat c'est du temps homme et le temps homme ça coûte cher. Et en général, je pense aussi que c'est pas un hasard quand ces œuvres cinématographiques-là sont inspirées de livres qui sont vraiment des bonnes lectures. On parlait de Game of Thrones, on parlait du Seigneur des Anneaux. C'est des univers qui sont ultra travaillés par leurs créateurs. Typiquement, tout tu dis le design des vêtements, des armes, etc., des elfes, tout est documenté dans la littérature de Tolkien, qui en plus est illustré par le travail d'Alan Lee et de John Howe. Et du coup, bah, ils essayent de retranscrire. Et t'as l'impression qu'à un moment, c'est des bouquins historiques. C'est même Et ces plus. putains de poèmes et de chansons que tu dois te taper dans le bouquin. Dans le bouquin, il y a plein de poèmes. Mais il y a aussi le fait que les univers qui marchent le mieux, les bouquins qui fonctionnent le mieux, ce sont des univers qui ont une cohérence. Que ce soit dans l'histoire, que ce soit dans les pouvoirs magiques, dans les jeux politiques qui sont dedans, les personnages. Oui, ce n'est pas réel, mais ça fonctionne parce que c'est cohérent. Il y a des règles et même dans la magie, c'est quelque chose qui s'apprend souvent. Et t'as une cohérence qui fait que si pour arriver à lever une pierre tu dois faire ça d'une telle manière, bah tu vas pas y arriver d'une autre façon. Par exemple dans La Belle Guerrière de David Eddings, à un moment donné le personnage joue avec le climat et il se fait engueuler parce qu'effectivement il t'explique que le climat c'est pas un truc tu fais ça en 5 minutes et ça a des conséquences. Par rapport au film de super-héros où le mec il déclenche une tornade et après c'est pas grave. Là il te dit bah non, si tu commences à déclencher une pluie ici et que tu fais ça n'importe comment, et c'est vrai pour une planète. L'effet papillon. Ça a un effet exactement. Et donc tout ça te donne le sentiment que oui, ce n'est pas réel, mais cette cohérence te dit cet univers il pourrait exister en fait.
Ouais, tu t'échappes vraiment. Je pense que c'est ce que j'aime quand je lis ces univers-là ou quand je joue à des jeux dans ces univers-là. C'est vraiment le côté tu t'échappes quoi. En fait, t'es complètement détaché de la réalité. T'es pas en train de lire un thriller contemporain. T'es vraiment dans un autre monde et c'est une parenthèse. Donc je réussis peut-être à mettre des mots sur pourquoi j'aime bien ces univers-là. C'est vraiment une parenthèse où tu te mets dans une bulle et t'es complètement ailleurs et tu te sens pas dans un ailleurs artificiel. T'as l'impression d'être dans l'univers. Alors quand c'est bien écrit et quand c'est bien fait, bien évidemment. Mais voilà, Mais ça peut ne pas marcher qu'avec ça. Par exemple, si tu prends l'univers pour te mettre dans une bulle, si on prend l'univers de Mass Effect, c'est un peu ça, Ouais. parce qu'en gros, sauf que c'est dans le Ouais, futur. mais science-fiction et Ouais, mais fantasy, c'est- ouais, c'est pas c'est pareil. mais il y a C'est quand les même mêmes ressorts. ces mêmes T'as pas le- ressorts. ouais, ouais, et t'as pas le merveilleux. Après, ce qui est intéressant, que ce soit ça marche en science-fiction et en fantasy aussi, moi, ce qui m'a toujours intéressé dedans, c'est que en te mettant dans un univers qui est différent du tien, tu vas mettre des histoires qui sont similaires à l'histoire qui peuvent arriver à l'histoire humaine, mais comme t'as pas tes repères de ça c'est telle religion que je connais, t'as pas ta subjectivité, eh ben tu peux te poser des vraies questions sur qu'est-ce que c'est que d'être un humain. Et tu peux réfléchir à la problématique d'une manière complètement différente, puisque tu n'as pas tes biais qui viennent de ton monde à toi. Et du coup, ça peut t'ouvrir les yeux aussi sur ce que t'es en tant qu'humain et sur ce qu'on vit dans notre société. En fait, je pense que vraiment la différence entre les univers heroic fantasy qui sont pour la plupart dans le medfan, donc dans le médiéval, par rapport à la science-fiction, c'est que la science-fiction, tu te projettes, tu te dis, comment est-ce que je réagirais si je faisais face à des extraterrestres, par exemple, ou ma condition d'humain face à des extraterrestres. Tu te projettes dans le futur, alors que là, t'es dans le médiéval, donc tu sais que quoi qu'il arrive, c'est un univers qui n'existera jamais, alors que la science-fiction, t'as toujours cette petite partie de... Alors, je relativise énormément, mais j'ai l'impression que tu te projettes plus dans le réel, dans la science-fiction au final que dans le médiéval fantastique. Après, moi, c'est des univers que j'aime bien, les chevaliers, les fées, les elfes, c'est des trucs, j'ai une sensibilité par rapport à cette esthétique, etc. C'est vraiment quelque chose qui me parle, que j'aime bien. Ça, j'arrive pas à l'expliquer. Après, j'aime bien la SF aussi, mais j'aime bien le côté médiéval. Si tu devais être cosplayeuse. Mon Dieu. Mais d'ailleurs, tu Je nous as savais pas quoi. dit dans ton truc de roleplay, t'étais quoi comme type de personnage? Enfin, t'étais elfe, Ouais, hobbit. t'étais quoi ça va en dire beaucoup sur ta personnalité. Alors, le personnage que j'ai le plus longtemps joué, c'était une humaine au final, et c'était une espèce de comment t'appelles ça, les gens qui donnent des sous pour les arts. Comment ça s'appelle, un mécène? Ouais, c'est ça. J'étais un genre de mécène humain, et en fait, je mettais en avant les arts. Voilà. C'est génial. Donc, C'est vraiment dommage que Tish ne soit pas là pour décrypter ouais, la c'est ça. psychologie derrière. On lui demandera demain. D'ailleurs, si vous deviez tous être un personnage, vous seriez quoi? Moi, je sais que dans les jeux de rôle, souvent, je me fais un personnage stealth et voleur, mais qui est quand même bon au fond de ça. Ça, c'est Et j'aime bien les bonne personnages, question, j'aime bien les personnages métis, donc soit semi-orc, semi-elfe et voleur. Ça c'est mon truc. C'est une bonne question. Et souvent féminin. Les filles, si vous même Baldwin. Bon, Baldwin, il est souvent voleur. Ouais, mais je suis pas bon voleur. C'est Je suis le seul voleur qui doit être paye super ce bon. qu'il a volé parce qu'il s'est fait gauler et puis il le paye plus cher. Non, moi je suis souvent voleur. Je suis pas forcément, je me reconnais pas dans le barbare bizarrement. Donc non, voleur, c'est bien. Et toi, Ou un mec qui fait le bien en fait en général. Les rares fois où t'as eu à assumer un rôle un peu mettre fan dans un jeu, qu'est-ce qui te branchait le plus? J'avais un personnage sur Une WoW dominatrice. très très longtemps et je crois que c'était une je sais plus. Tout ça pour ça. Waouh. Non, c'est quoi une Bah, dans le jeu prêtresse? de rôle qu'on a fait. Ouais, t'avais prêtresse. fait- Ouais, je crois que c'était ça. Stand-by comme ça. T'étais du côté horde Moi, ou je côté voulais alliance? juste avoir un ours ou un lion là pour un truc pour me balader. Ah ouais, donc Un un pet. peu chaman, Ouais, un pet, peu, ouais. un druide. Mais non, je sais pas, j'ai pas les refs pour vous dire exactement ce que. Bah, quand on avait fait le jeu de rôle, toi, t'avais un personnage un peu voleur aussi, je crois. Enfin, non, moi j'étais métisse aussi, j'étais elfe humain. Ah oui, t'étais moitié elfe, moitié humain, mais Demi-elfe. oui, Si, demi-elfe. Mais t'étais sur parce que après, t'as la race et t'as la classe. En fait, juste pour expliquer dans ces choses-là, donc la race c'est humain, elfe, orc. La classe c'est voleur, Alors, paladin, guerrier, guerrier, etc. Ensuite, tu as l'alignement, donc qui est Moi, tu m'avais mis KO.
L'alignement, alors tu m'as mis l'alignement c'est chaotique. soit loyal, donc c'est tu respectes les règles, etc. Enfin, je simplifie. Hein. Pour ceux qui auraient des désolés on a merdé, je simplifie à l'extrême. Neutre, chaotique. Donc chaotique c'est bon, c'est Han Solo. Tu obéis à tes Et je sais, propres règles. c'était toi qui avais fait ma fiche et tu m'avais mis chaotique, bizarrement. Je t'avais mis chaotique bon, je crois. Parce que tu me disais, je t'avais demandé si tu voulais être, je t'avais posé des questions et c'est par rapport aux réponses que tu m'as données. Et puis après t'as bon, mauvais ou neutre aussi. Et K pour moi c'est le paladin. Bah, moi, j'avais bien aimé, là, ce que tu m'avais fait justement pour le jeu de rôle. Le côté elfique. Ouais. Ah oui, c'était une Les elfes, elfe. c'est ultra classe. C'était, Bah mais oui. c'était une elfe paladin, je crois. C'était la loyauté, ouais, je leur avais fait des histoires perso et à la fin, Ouais. elle découvrait qu'en fait, c'était la princesse d'un royaume oublié. Ouais, et je sais que tout à l'heure je vous disais que je jouais une mécène et sur la fin j'ai changé complètement de personnage, mais j'ai pris mon pied et j'ai fait un paladin justement où j'ai toujours aimé les alors ça, attention à prendre avec des passettes ce que je vais dire, le côté très fasciste du paladin où il a un truc T'as bien fait de préciser avant. le côté très binaire du paladin. Mais le où paladin ouais. est binaire. il ne répond qu'à une loi dictée par son dieu ou je sais pas quoi d'autre. Et je prenais un pied monumental à jouer ce type de perso là parce que je trouve ça très marrant à jouer quoi. Tu es pas dans la demi-mesure, quoi. Non, tu ne voles pas. Non, tu ne. Mais en fait, quand tu fais du RP, t'as un scénario à suivre ou c'est vraiment toi qui fais évoluer ton personnage comme tu le veux? C'est vrai que Ça dépend. faire une petite, parce que là on l'a évoqué assez rapidement, En mais c'est général, vrai que tu réponds c'est un à truc assez l'univers. spécial les MMO où les gens jouent RP. Il faut savoir que on fait RP, donc on l'a dit c'est pour roleplay, mais c'est vraiment quand tu joues, tu assumes le rôle que tu t'es donné, c'est-à-dire que tu vas pas parler ouais on va aller farmer Wesh. des trucs pour des C'est pas le machins. Camelot du roleplay, quoi. Non, c'est vraiment on va être dans son personnage tout du long et C'est pas comme dans Noob. Ça veut dire que genre tu vas parler à tes potes que tu connais très bien et que tu wesh C'est ça. dans la vie, mais là tu vas leur parler en mode noble. Comme si on se connaissait pas éventuellement. Ok. En fait, quand tu c'est très très drôle. bah ouais, c'est marrant, c'est comme faire du théâtre ou de l'impro. C'est ça, t'as un Mais rôle. par C'est écrit. le kiff du jeu de rôle. En fait, dans Ouais, le jeu de rôle, ce qui est marrant, moi je pense c'est- à des trucs de cul, moi, enfin, du RP de cul. mais Ah bah ouais, du c'est pareil, en fait. RPQ, il y en avait beaucoup hein, donc C'est vrai? ah mais bien sûr. Bah C'est- après ça fait partie de la vie de tes Ouais. persos quoi. Ok. Donc en fait, tu t'arrives dans un univers où tu as des règles. Donc en général, tu as une description de l'univers, on te dit par les règles qui régissent ce monde et puis bah c'est quoi les races, c'est quoi les classes. Donc là en l'occurrence, on était sur des serveurs inventés par des gens qui te scénarisent un univers et après bah toi tu vas choisir c'est quoi la classe qui te fait kiffer, la race qui te Mais fait du coup, kiffer. t'as des serveurs dédiés cul. Oh, non, c'est t'as des Ah, c'est serveurs dans tes- RP et puis bah à un moment tu tombes amoureux et bon bah quand t'es grand des fois ça va un peu plus loin et tu peux plus ou moins la petite pousser le truc. princesse. Ah bah c'est ça. Après il y en a, il y en a qui se font des tripes poussées, et puis il y en a d'autres c'est bah juste ils te disent ben on fait le truc et puis ils vont pas plus loin, tu vois. Ok. Mais ça peut aller, des ça plans peut aller cul très de loin. jeux vidéo. C'est des plans cul jeux vidéo. Mais attends, ça se matérialise comment? J'essaie de comprendre parce que je connais pas du tout parce que quand tu vas Ah faire ça du- y est, ça l'intéresse. Bah ouais, Alors quand là, elle est passionnée. quand tu vas faire du cul enfin graphiquement on voit quelque chose. Non, tu vois rien. Enfin là, en l'occurrence, sur Ultima Online, c'était une vieille bouillie de pixels parce que c'est un vieux jeu, Ultima Online. Mais en fait, le principe, c'est que quand tu parles, tu tapes dans un chat. Ok. Et quand tu fais une action, tu la mets entre étoiles pour dire que c'est une emote. C'est ce qu'on appelait des emotes. Donc par exemple, si ton personnage est en train de se servir un thé, et ben entre étoiles, tu mets est en train de se servir un thé. Ok, donc là par tu mets exemple. entre étoiles, on est en train de ken. Voilà, Ok. voilà. Donc ça c'est. est-ce que ça la allait version jusqu'à soft. entre étoiles je te Mais bien caresse sûr. les testicules Mais bien sûr. entre Mais ouais, étoiles. c'est ça doit Mais être bien vraiment genre sûr. tu dois dire puis-je entre étoiles insère un doigt dans son cul, enfin tu vois genre c'est Voilà, donc, incroyable. bon, il y a ça, mais en fait, t'as beaucoup de règles implicites entre les joueurs, c'est-à-dire que normalement, tu n'es censé décrire que ce que fait ton personnage. Tu peux pas forcer une action sur quelqu'un. Par exemple, tu peux pas arriver sur quelqu'un et lui dire le poignard et le tue, parce que tu vois, sinon ça veut dire qu'en face, le mec il a son perso qui joue depuis 2 ans, et toi t'arrives avec une émote. Non, t'as quand même des règles. Donc à certains moments tu laisses les règles du j'imagine que sur tout ce qui est combat bah, c'était les règles du jeu en Voilà, lui-même c'était des vrais et après combats. pour tout ce qui était pas pris en compte dans le jeu bah c'était le fameux entre étoiles. Après, ça dépend. On a fait des combats où c'est pas les règles du jeu, où tu Ah. décris le combat, tu l'écris.
Et là, bah mais c'est très implicite en fait. C'est comme si t'écrivais un livre à plusieurs mains. Et du coup, ça te laisse des moments. Enfin, moi, j'ai vécu des moments avec mes personnages où je m'en rappellerai toute ma vie, avec des potes, etc. Où on se faisait des putains de trips. C'est bizarre à dire, mais c'est comme quand tu fais du jeu de rôle papier. C'est juste que là, le support, c'est le jeu vidéo. Et du coup, bah tu vis des aventures entre potes. Et ça c'est trop bien. demande vachement de discipline. Enfin, c'est-à-dire que il y a déjà eu est-ce qu'il y a des gens dans ces univers RP qui viennent tout gâcher ou finalement c'est que des gens qui se retrouvent entre eux? Non, c'est toujours encadré. T'as des maîtres de jeu qui se baladent de façon invisible en jeu et qui surveillent que tout se passe bien. Ils matent en plus, ces enfants. Et on avait des serveurs sur lesquels, pour faire progresser tes personnages, tu étais noté sur ta capacité à faire du bon jeu de rôle. Si tu incarnais bien ton personnage, t'étais noté et tu gagnais plus d'expérience que les autres. Donc tu devais pas tuer des bonhommes, enfin tuer des monstres pour gagner de l'XP, tu devais bien jouer. Une espèce de dieu qui régissait et qui te notait selon tes actions. C'est ça. Okay. Et toujours, tu pouvais pas, enfin, tu vois, si t'as quelqu'un qui arrive et que tu vois qu'il est juste là pour troller et foutre la merde, bah, t'ignores ses actions, bien évidemment, quoi. Voilà. Vous savez tout sur le. Juste pour savoir. Pour en revenir, tu m'as dit que t'étais tombée amoureuse, t'as vu un petit copain, c'est ça? Mais on l'a déjà dit, oui, non? Je sais, mais tu le connaissais en dehors du jeu ou t'es tombé, t'as appris à le connaître pendant le jeu en parlant avec lui? En fait, on s'est rencontrés en jeu et après, si tu veux, mais ça se fait sur tous les supports, on faisait des IRL. Donc en fait, on se rencontrait. Non, mais c'est ça, mais en fait, tu l'as jamais vu physiquement? Ah non, je l'avais pas vu physiquement, mais on s'est pas mis ensemble dans le virtuellement. Jeu, c'est dans la en IRL. fait, voilà, si tu veux, on faisait régulièrement des IRL avec les joueurs, donc on se rencontrait. Et du coup, bah voilà, les choses se sont faites. On était jeunes et plein d'hormones. Tu te dis pas, c'est bon, on est amoureux dans le jeu, donc on va se voir en vrai, on va ken. Il y en a plein. Il y en a plein. Non, nos persos se fréquentaient même à peine en jeu, c'est juste qu'on était un groupe de joueurs de la région, et un jour on a fait un IRL et on s'est rencontrés. Vous êtes rencontrés, d'accord. Okay. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'on se connaissait d'ailleurs, etc., mais en général ça se faisait comme ça. D'accord. Je donnerai pas tous les détails de l'histoire. Un peu de mystère. Bah on va revenir un peu sur une des œuvres, parce qu'on a filé les devoirs à K. Le devoir de K. Le devoir de K, c'était justement sur Conan le Barbare. Donc, est-ce que tu vas pouvoir nous faire un petit résumé vite fait? Oui. Mais tu peux garder les passages les plus drôles. En fait, je vais. Tu parles de la sorcière. Moi, je veux juste que tu parles du pouce, tu pousses. Et moi, je veux que tu m'expliques c'est quoi Chrome. Voilà, c'est ça. Tu pousses. Non, si on commence à te donner trop, je vais devoir tout raconter. Non, parce vas-y, que, vas-y, on te laisse. En gros, fais-nous un petit résumé, raconte ce que t'as ressenti. Justement, ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai pas les yeux de la fan de l'heroic fantasy, donc je regarde avec mes yeux à moi et c'est vrai que j'ai trouvé ça très long. Je pense que quelqu'un qui est dedans, comme par exemple Escarina, ça va pouvoir la faire kiffer. C'est quoi, c'est 2h20, c'est ça? 2h10. 2h10. Donc du coup, ça t'a fait kiffer de le revoir? C'est long, mais long. Alors, il faut quand même préciser que c'est un film qui n'est pas tout récent non plus. Voilà, il date de 1982, donc ça s'inspire des récits de Robert Howard. Robert, parce que je suis désolée, je suis en France ici, donc je dis Robert. Donc en gros, ça raconte l'histoire en fait d'un jeune barbare qui cherche à venger la mort de ses parents, qui ont été assassinés quand il était jeune et devant lui par le chef d'une secte qui adore les serpents. Donc voilà. Il y a eu pas mal de critiques, mais ça a été quand même un gros succès commercial. Et je pense que voilà, à l'heure d'aujourd'hui. Donc moi, je l'ai re-regardé sur YouTube, donc il est accessible. L'image est pas très bonne d'ailleurs. Je vous raconterai une scène qui m'a fait saigner des yeux, tellement les effets spéciaux n'étaient pas très bon, mais je pense que est-ce que c'est la scène en rouge où ils sont dans le camp avec oui, voilà, tu vois, j'y ai tout de suite pensé. Donc en fait c'est un film qui peut être intéressant à regarder. Moi, je l'ai trouvé très long parce que il y a plusieurs scènes en fait qui sont longues. Mais quand je vous dis longue, c'est longue. À un moment, donc quand il se fait tuer, pas lui, il se fait tuer. Quand ses parents se font tuer, en fait, tous les enfants du village ont été kidnappés, quoi. Pris pour être mis en esclavage. Et à un moment, il y a une scène où il pousse un mince, comment ça s'appelle? Une roue, ouais, c'est
il commence enfant et il finit adulte. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. Et en fait, il pousse, il pousse, il pousse, il pousse. Et en fait, on le voit mais grandir. Mais c'est chiant à mort. Franchement, c'est long. Je crois que ça dure 3 minutes. Alors au début, il commence et il me brindille. Alors après, il finit en mode tronc d'arbre. Donc ça, c'est bien pour lui. Mais c'est vrai que franchement, c'est super long. Il y a un moment aussi. Donc après, donc je vous raconte vite fait. Hein, donc voilà, il est pris en esclavage. Il va être obligé. Bah quand les mecs ils ont vu qu'il était assez stock, ils se sont dit ah tiens, on va le mettre dans une arène, on va le faire se taper contre d'autres gars pour voir comment ça se passe. Parce que c'est le Il premier gagne. gros rôle de Schwarzy, donc il fallait qu'il monte ses C'est muscles. ça. Il fallait. Il a pas poussé de la fonte pour rien. Hein. Il fallait Donc, rentabiliser l'abonnement chez Jim Street. Donc en fait, il le met. Bon, il réussit tous les combats. Ils se sont dit bon, il a des muscles, faudrait peut-être qu'il ait un cerveau. Ils vont l'aider ils vont lui apprendre à lire, à écrire, à compter. À compter. Ouais, c'est bien. Il va se faire Oui, initier non, par et des voilà, arts martiaux asiatiques. Asiatique, voilà, comme on Avec disait. un nunjaku. Avec un nunjaku. Non, mais voilà, il prend des postures à un moment ridicule Alors, face à l'horizon. On lui c'est- donne des meufs aussi un peu. Oui, c'est ça, histoire que ça serve à quelque chose. Le mal reproducteur. Voilà. Je sais plus où je voulais en venir. Voilà. Mais après Donc, qu'il non. ait fait sa formation, qu'est-ce qu'il devient? Il y a pas un Il truc part à- dans une grotte Putain, chercher tu une sais, épée. Non, non, à un moment- on dirait un oral de français C'est où la prof elle essaye de relancer. Et après qu'est-ce qu'il À un fait moment lui donné, il y a pas un moment donné, on le libère parce qu'il a Non, mais- gagné sa liberté. Il a gagné sa liberté, on laisse partir. Mais Et après, Chrome. je vais tout raconter. Oui, non, mais la petite anecdote, c'est que je vous raconte. Quand on l'a fait dans la Versus 1, donc la première version, je racontais le film et en fait, à un moment, je dis, bah, il va dans une grotte. Je sais pas pourquoi. Il rentre dans une grotte et il trouve une épée. Et en fait, Escarina m'a gentiment expliqué que c'était l'épée de Chrome. Et je lui ai dit, ah oui, bah, je l'ai écrit sur ma feuille, mais j'ai mis un point d'interrogation. Donc voilà. Donc je crois que c'est le dieu, c'est ça? Ouais, c'est le dieu de l'acier, c'est Voilà. le dieu de la guerre, en fait. C'est son dieu. Et en fait, c'est son dieu parce que oui, dans Conan le Barbare, il y a beaucoup le secret de l'acier qui est très important. En gros, donc non, je voulais raconter que c'est très long. À un moment, donc une fois qu'il est libre, il part à la quête de sa vengeance, hein, parce qu'il veut retrouver ceux qui ont assassiné ses parents. Et puis à un moment, il court dans les champs avec un comparse parce qu'il l'a trouvé. Il a eu un comparse. Il y a à un une moment. magnifique coupe au bol. Ouais. Il s'est fait un copain? Oui, c'est fait un copain qui était enchaîné, donc il s'appelle Subotai. Je crois que c'est ça. Sous Botaille. Voilà. Et en fait, à un moment, c'est pareil, on les voit courir dans les champs, mais j'ai l'impression de voir Marie dans la petite maison dans la prairie qui dévale la colline. Bon, elle se vautre, pas eux, ça aurait été rigolo d'ailleurs, mais voilà, c'est beaucoup de scènes comme ça qui sont très très longues. Bon, au final, il rencontre une meuf qui va essayer c'est pas qui va essayer, il va se la gérer. Il va se la gérer assez facilement. Non, c'est pas la sorcière. C'est la sorcière, on la laisse. Hein. On en parle, On on la laissera. parle. Je Choco, crois que j'en ai assez parlé. Ouais, voilà, c'est la sorcière. Bon, à un moment, il ken la sorcière pour Et elle lui avoir fait des une prophétie. informations. Ouais, c'est En ça. gros, voilà. C'est juste dit qu'il y a une sorcière qui lui donne une prophétie. Non, en fait, il rencontre une femme qui est une aventurière. Elle s'appelle Valeria et en fait, jusqu'à la fin de l'histoire, Conan va être avec Valeria et Subotai. C'est Quand tu la le dis, je te compagnie jure, de l'anneau. rien que quand tu mais- le dis, c'est raciste. Je suis désolé. Ton papaye. Menu B. Subotai. Appelle le menu B. Donc voilà, ils vont avoir plein de choses dans leur vie. 2h10. Il se passe. Sa vie est trop longue. 2 heures, Voilà. c'est trop long. Non, mais Il se passe un il truc. court après quoi, du coup, sous Botaille et Valéria? Bah, en fait, il l'accompagne. C'est ses comparses. J'ai dit. Mais ses accompagne amis. comparse. Où est-ce qu'il va? Ah, il va se venger. Mais oui, mais en fait, ce qui se passe, c'est que donc Conan veut essayer de rechercher ce fameux Doom, qui était le gars qui a. Tulsa Doom. Non, Qui a tué ses parents. C'est ça, c'est Doom, c'est comme ça C'est qu'on dit. Tulsa Doom. Voilà, c'est et en C'est fait, son Mais c'est nom. le- j'entendais Doom pas Doom. bien sur YouTube. Du coup, ça m'était que Doom. Des Tulsa Doom. Alors, faut savoir qu'il est Non. interprété par comment James il s'appelle Earl Jones. déjà James Earl Jones, qui était fait la la voix voix de Dark de Vador. Dark Vador et la voix de CNN aussi. Il est d'ailleurs, il est toujours pas mort, je crois, il me semble. Non, Je il est crois toujours pas. là, ouais. ça. Ouais. Donc Gore, après, 2000 ans. Oui, donc voilà, ils vont. Alors tous les trois, en fait, ils ont décidé d'aller piller une tour. Et dans cette tour, comme par Par hasard, c'est une secte qui est dedans, une secte très très chelou.
où les filles sont à moitié à poil tout le temps. Alors quoi, c'est un Ça, problème c'est relatif à tout le film. Hein. Toutes les meufs sont à poil tout le temps. Bah, il y avait pas C'est les beaucoup années de vêtements, 80. Non, à c'est pas ça, l'époque. c'est qu'il faisait très chaud, c'était un climat tempéré. Enfin, non, c'est- Non, c'était la crise et les gilets jaunes D'ailleurs, n'étaient pas la encore question présents. peut se poser. Est-ce que plus tard, l'heroic fantasy ou au, Va moins se rhabiller. au moins la dark fantasy doit être débarrassée de son machisme? Ou est-ce que c'est pas inhérent à l'époque qui est décrite? Non, Vous avez 4 c'est heures. inhérent à l'époque où ça a été écrit. On diverge. Non, mais justement. Pourquoi tu peux pas Merde. imaginer un monde, puisque ce sont des mondes de fantasy et que c'est inhérent finalement au contexte de... Bon, laissez-la finir son Oui. Conan, là, parce que vos histoires, Non, on s'en fout. En tout cas, je te rejoins, c'est vrai. Voilà, problème Je suis tout à solve. fait d'accord. C'est Vas-y. super chaud pour reprendre après, mais c'est pas grave. Donc les Donc, comparses en gros, dans la voilà. tour. Bon, ils vont faire plein de trucs. Franchement, c'est vrai que c'est long, hein. Vous êtes sûrs. Hein. En fait, ce qui se passe, c'est que dans cette secte, il y a la fille d'un roi qui a été un petit peu endoctrinée. Et Conan, avec ses 2 comparses, va faire passer sa vengeance après. Ils vont d'abord essayer parce que le roi a promis de l'argent, donc ils vont d'abord essayer de sauver cette fille, et après, Conan pourra se venger. Mais il y a un petit passage, justement, le passage où ça pique, mais dans mes notes, je vous avouerai que là, je suis un peu perdue. Donc, comme je disais, en fait, c'est il y a un moment où et c'est le moment qui est vraiment très dur point de vue des effets spéciaux. Il y a un moment où Conan va se prendre une flèche. Non, c'est pas ça. C'est pas se prendre une flèche. Il va mourir. Je sais plus ce qu'il y a. Ah oui, non, non, la flèche c'est après. Valéria qui se prend la flèche après en conséquence. En ou- conséquence. Mais justement. Et donc avant. Pour bref. t'aider, il se fait capturer par Tulsadum, il se fait crucifier. Voilà, c'est ça. Et Il se fait il crucifier à l'arbre. il est presque mort. L'arbre de la raison ou l'arbre de je sais pas quoi là. Il se fait crucifier et donc Subotai et Valeria le retrouvent et donc ils vont l'emmener auprès d'un sorcier qui est en fait le narrateur de l'histoire. C'est là qu'on Tout se apprend. tient. Et ouais. Donc on a Il- fait le sacrifice christique. Voilà. Et en fait, le sorcier, il va dire à Valeria, tu sais, moi, je peux faire en sorte à ce que les esprits ne le prennent pas, mais attention, il risque d'avoir quelque chose en conséquence. Donc Valeria lui dit, ah, mais moi, par amour, c'est bon, fais-le et tout. Et dans cette scène, on voit des esprits qui essayent d'attraper. Mais alors, comment vous décrire ces esprits? Un film blanc qui passe, mais ça pique les yeux. J'en saignais des yeux tellement c'était violent. Je pense que la trouvais. qualité YouTube devait être dégueulasse parce que moi je l'ai vu en qualité DVD, je pense. Et ça passe non, quoi. mais là c'était juste horrible. Et en fait, on voit les 2 comparses de Conan se battre avec eux pour les empêcher de l'attraper. Donc ça, j'ai trouvé que c'était une scène. Mais après, c'est pareil. En dehors de cette époque-là, hein, forcément, moi, aujourd'hui, j'ai trouvé que la scène était ridicule. Ouais, en fait, le problème dans cette scène, c'est que tu vois que les acteurs sont pas à l'aise avec le fait de se battre avec des choses qui sont pas à l'écran. Aujourd'hui, je pense que les acteurs sont beaucoup plus à l'aise avec les fonds verts, les choses comme ça. Mais là, effectivement, tu vois que les acteurs, on a dû leur dire un truc genre, alors, il y a des fantômes, il y a des esprits qui volent partout et vous devez vous battre avec. Et donc, tu vois que les mecs, ils tapent le vent. N'importe Mais où. c'est pas naturel du tout. Voilà, c'est franchement une scène, mais j'en ai pouffé de rire. Je me suis dit non, mais c'est pas possible. Mais après, c'est vrai que voilà, faut pas oublier qu'à l'heure d'aujourd'hui, on voit des films où la technologie est autre. C'est un Donc, film qui a 30 ans, donc voilà, ouais, il y a 4, même plus. 27. Il a 36 ans. Oui, 36, Ouais. pardon. Donc voilà, bref, là, il est sauvé, hein, parce que forcément, hein, le sorcier, il est trop fort. Et donc là, il décide donc d'aller vraiment secourir cette fille. Et quand il va pour secourir donc la fille du roi, La princesse, ouais. la fille du Il y a toujours roi une princesse à Osric, soi. Peach. ils arrivent. Alors, ce qui est rigolo, c'est que même quand ils arrivent, en fait, il y a une grosse orgie. Alors, il y a une grosse orgie qui se prépare et la princesse, elle est un peu plus loin. Et même ce moment-là, en fait, je sais pas si c'était pour que les mecs puissent se rincer l'œil,
mais on filme la scène d'orgie pendant, je sais pas, je dirais bien 2 bonnes minutes, et tu les vois eux se faufiler en mode C'est le temps qu'il ninja. Ouais, non mais C'est tu le temps vois, qu'il ça, faut pour en une fait, bonne c'est orgie. ce qui est le problème, c'est que je trouve que ça n'a pas d'intérêt pour le film de rester 2 minutes sur une orgie et de voir une jambe qui passe, et puis là tu vois Conan qui se cache derrière un rocher, et successivement. Ce qui est comme dommage, ça. c'est que les gens ne peuvent pas voir que tu nous mimes. Je le fais super bien. Je mime Ronan le rocher, en Kisket. fait. Tu nous as mimé le rocher. Et donc voilà. Donc en gros, ils vont réussir à sauver la princesse. Hein. Malheureusement, prophétie dite, Valéria meurt en se prenant une flèche. Empoisonnée par Tom Empoisonnée. Sadoum lui-même. Voilà. Et à un moment aussi, sur la fin, sauf si c'était ridicule, mais à souhait, à la fin, il y a Conan qui risque encore une fois de se faire tuer. Il a pas de chance, ce mec. Et là, on voit Valéria venir comme une... Qui a été morte entre-temps. Voilà, qui était morte. Hein. Elle réapparaît tel un esprit avec cheveux au vent, lumière de partout, pour sauver, Lumière de partout. Conan. Mais Ouais, oui, et je vais être en fait, obligé de faire une contre-critique parce que là, je suis en train de souffrir. On se retire, là, depuis tout à l'heure. Fondre intérieurement. Je suis désolé, Karine. Vas-y. Non, continue. J'ai mes yeux. Non, vas-y, contre-critique-moi. Non, c'est pas vraiment une contre-critique. Comme je t'ai dit, c'est aussi ça. Tu es là pour apporter ce point de vue un peu profane, alors que nous, on est entre geeks en train de se toucher. C'est dégueulasse d'ailleurs. Non, mais je vais quand même dire pourquoi ce film est un chef-d'œuvre pour moi. Après, ouais, je comprends tout à fait ton point de vue parce que c'est pas un film qui est, au final, au jour d'aujourd'hui, c'est pas un film qui est grand public du tout. Il est au niveau du rythme, il est super contemplatif. Comme tu l'as dit, il y a des grandes périodes de balades champêtres avec Subotai et une musique très joyeuse où tu les vois courir pendant longtemps. Mais ouais, non, justement, je trouve que c'est un film qui reste à part, justement par ses partis pris parfois anti-spectaculaires. Je pense notamment à la fin où on s'attend à un gros combat de fou et finalement c'est une scène très très lente où il va rencontrer son ennemi, où il n'y a pas de combat, où finalement il le tue alors que et cet ennemi justement Tulsa Doom, je trouve super intéressant ce côté où au début il est présenté comme voulant acquérir le secret du fer. Et quand on le revoit dans le film, il a complètement changé et il y a presque il y a ce côté chair et il y a presque un côté je trouve qu'il me fait presque penser un peu au capitalisme, où là c'est moi qui pars un peu trop loin, mais il y a ce côté un peu où il a compris que ce qui était plus important c'était l'image, c'était le marketing, et que c'était ça le pouvoir ultime. Finalement sa secte, c'est ça qu'il cherche, et puis tu sais, c'est un film super Nietzsche en fait. Le personnage de Conan, c'est vraiment cette espèce de personnage, comme on l'a dit quand on parlait dans la V1, puis je me rends compte maintenant, je suis perdu là entre deux réalités. On a ce personnage qui est dans un monde un peu désabusé, un peu aussi pourri que le nôtre et tout, et qui lui est juste motivé par son envie de continuer, et qui c'est dommage, on n'a jamais vraiment eu de suite en tant que film, mais c'est vrai que la fin du film nous précise que Conan finit par devenir roi. Enfin je vais pas C'est une quête initiatique en fait, Conan. ouais, C'est vraiment. En plus, quand je rigolais tout à l'heure avec le sacrifice christique, mais la notion du personnage qui à un moment donné passe par la mort, peu importe comment elle est faite, de manière symbolique. Tu prends Joseph Campbell, c'est typiquement même explicite, la parce vie. qu'il est, Ouais. il est crucifié. Il est Mais à côté de ça, ouais, non, je vais pas non plus te troller, Karine. Je comprends tout à fait. C'est pas un film qui est c'est pas un film qu'on va conseiller à quelqu'un qui veut voir un blockbuster ou qui veut voir qui aime bien les Marvel. Je pense qu'il y a d'autres films qui pourraient, en tout cas, clairement, plus m'intéresser. Mais pour amener à l'heroic fantasy, c'est pas forcément le meilleur film. Voilà. Mais... Après, moi je voulais mettre par contre un point d'honneur. J'ai adoré les musiques. Ah, les musiques Sauf sont folles. celle de l'orgie. La finale. Non, c'est pas méchant. Non, mais je la trouvais, en fait, je la trouvais en contradiction avec les personnages qui, eux, se cachaient. Tu vois, j'aurais mis une autre musique. Par contre, je trouve que les autres musiques du film, mais
C'est ça qui m'a pris. J'ai pris plaisir en écoutant les musiques. Il y a un côté très opéra en fait. Quand tu regardes le film, il a un côté très opératique et la J'adore, musique, c'est vrai moi. qu'elle est très 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 importante. J'adore. J'ai eu un problème capillaire pour Conan. J'ai pas compris à un moment. Non, non, je suis désolée, mais la Cordula qui est en moi, la Franck Provo qui est en moi, non, les cheveux, il y a un problème à un moment. On dirait que c'est une perruque qui a été tournée. Je sais pas, fais un brushing lisse, fais quelque chose. Quoi. Et puis, d'ailleurs, ça m'amène sur un truc, c'est ça fait partie de ces films. En fait, Schwarzenegger, il est arrivé à un moment où il a eu de la chance, c'est il est tombé plusieurs fois sur des réalisateurs qui ont su se servir de son côté iconique. Il y a eu John Milius, parce que c'est réalisé par John Milius. John Milius, C'est ouais. ça. Et James Cameron. Il y a eu John Milius, James Cameron et McTiernan qui ont su exploiter à chaque fois ce côté un peu colosse, presque divinité grecque. Alors qu'on sait tous que c'est pas un acteur exceptionnel, mais il a joué dans des films de légende grâce à ses réalisateurs et Conan en fait partie. Et il était, je pense que personne d'autre n'aurait pu jouer Conan aussi bien, que ce soit The Rock, que ce soit Jason Momoa qui a repris le rôle. Dolph Lundgren aurait peut-être pu. Mais il a toujours dit, hein, il a toujours Trop assumé, hein, nordique. il a toujours dit que c'est un mauvais acteur, mais il cherchait de bons réalisateurs Ouais, mais il a qui été savaient bien dirigé. en Ouais, fait. il a été bien. C'est- Mais je c'est trouve ce qu'il qu'il a, disait. il a un truc de monolithique. Enfin, Schwarzy avait quelque chose en plus par rapport aux autres mecs musclés, on va dire. Il a un charisme même dans son naturel. Il a un visage, côté dans bas son- du pas lui front enlever. quand tu le Ouais, regardes. ouais. Et je sais pas, pour moi, ça restera Conan, même quand je regarde des BD, quand même quand je regarde je trouve que les plus belles illustrations de Conan, c'est celles de Frazetta. Et je peux pas m'empêcher de voir Schwarzenegger maintenant. Mais ouais, faut vraiment replacer, je pense, le visionnage de ce film dans le contexte des années 80. C'est hyper kitsch. Ouais, mais T'as- tu peux pas le faire. Enfin, tu peux pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est Mais que comprendre faut essayer de pourquoi le il a été comprendre. fait Voilà. comme ça aussi. toute c'est cette normal. toute cette esthétique ultra kitsch que tu vas retrouver dans du métal hurlant, des choses comme ça avec les nanas avec les boobs à l'air comme ça sans raison, le passage où effectivement il va rendre visite à la sorcière, que il y a une scène d'amour avec la sorcière et que en fait tu sais pas que c'est une sorcière et la femme elle se transforme en espèce de Qui a vampire été repris comme d'ailleurs ça. dans Berserk. Dans le manga, je sais que dans le premier arc, avant, il y a une scène où il fornique avec une démone qui se transforme pendant qu'il est en train de forniquer et qui finit par tuer. Mais c'est Je l'ai vu cette scène. il y a c'est aussi en lien avec le mythe arthurien où Pendragon Oui, oui, c'est couche avec Morgane ou je sais plus dans quelle sorcière qui prend l'apparence de sa femme, enfin je sais plus et Oui, enfin dans la légende arthurienne, il y a le Morgane qui est putain, elle a un lien avec Merlin. Je sais plus, parce que ça dépend des histoires, mais elle a un lien. Morgane a un lien avec Merlin. Ouais, voilà. familial, et c'est ça qui va créer l'espèce de anti-Arthur, en fait, son fils qui s'en prend à Arthur et dont j'ai oublié le nom, mais. enfin bon c'est pas grave, c'est juste pour dire qu'effectivement moi je kiffe cette scène parce que en fait donc ils couchent ensemble, elle se transforme en sorcière et pour se débarrasser d'elle il la jette dans le feu de cheminée Elle se transforme en feu follet. Ou... et c'est ouais Parce que ça brûle super bien. hein, Mais sur une ça aussi, Joseph Campbell parle de cette étape où à un moment donné, en fait, le héros doit affronter la féminité ou la sexualité Oui, voilà, ou en ce fait, genre de il y a choses. ce truc, ouais. Et en fait, c'est le côté deux aspects de la femme, c'est-à-dire que t'as l'aspect positif qui peut être aussi nourricier, etc., et qui se transforme comme Kali, en fait, la déesse indienne Kali, qui a une vision extrêmement positive et extrêmement destructrice. Tu vois les deux aspects et tu dois les affronter. Donc c'est aussi très campbellien. Mais il faut savoir une chose, c'est que John Milius est un véritable adepte de Campbell. c'est intéressant Il a beaucoup ça. travaillé avec. Ça se voit dans ensuite le- avec. Je sais qu'il a travaillé par exemple il avait une adaptation de Jeanne d'Arc qu'il a jamais pu assouvir. Il a travaillé en partie avec Robert Zemeckis sur Contact et tu retrouves beaucoup de campbellisme dans Contact et avec George Miller aussi. Enfin, c'est toute une génération de trucs. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, ouais, non, t'inquiète pas. Accélération. Je ne t'en veux pas, Karine, et De toute façon, t'as pas le choix. non, mais non. Surtout, je comprends tout à fait parce que c'est un film que je vais conseiller aux gens qui aiment, qui sont fans de mise en scène, mais quelqu'un qui veut voir Après, un. c'était pas une torture non plus. Hein. Bah, tant Mais mieux, ça me voilà, rassure. je pense que d'autres films auraient pu Est-ce que plus c'est dans m'emballer. celui-ci où il met un coup de poing à un chameau? Oui, un chameau, Ah je bah l'avais voilà, noté. quand même. Oui, quand même, c'est barbare. Hein. Ouais, il y a d'autres Le qui peuvent être chameau un peu n'avait choquants rien aujourd'hui. demandé. Ah ben moi ça m'a un peu plus. C'est un vrai chameau? Ouais ouais. Il met un coup de poing à un chameau, ouais. Mais ils ont Mais dit en c'est mort. dessous, ils ont mis une astérix en disant le chameau n'a pas été blessé durant la réalisation du tournage.
C'était Non, non, juste moi pour j'ai vous failli faire. sortir la pancarte et tout. Je sais même pas si choquée. il avait été improvisé cette scène. J'ai un Ouais, doute. bah hier dans Conjuring, ils ont tué un chien pour rien, donc Donc le chameau. Hein. le chameau finalement. Mais c'est si vous- c'est de la merde ce film. Si vous êtes curieux, Conan, c'est très bien. Ok. Alors la suite. Oh putain, on est dans les. Putain, On est dans on est dans tellement l'inédit. dans les temps. On est dans l'inconnu là. On sait pas ce qui va se passer. Bah, je vais vous amener dans l'univers littéraire. Je vais vous parler en fait d'une série qui s'appelle l'Assassin Royal, qui est pour moi l'une des plus connues. Enfin, en dehors de Tolkien, qui évidemment sorti un film, mais pour les gens qui lisent un peu, qui aiment ce genre de littérature, l'Assassin Royal, c'est un truc que j'ai lu moi avec ma maman. On se partage les bouquins, que mon petit frère aussi m'a dit l'Assassin Royal, tu connais, ouais tiens, je te passe les livres. Enfin voilà, donc c'est vraiment et tous les gens qui lisent de l'heroic fantasy connaissent l'Assassin Royal. C'est souvent ce qu'on conseille aux gens qui veulent débuter. C'est un cas, c'est le truc classique pour moi. Très grand public, facile à lire. Quoi. Ouais, et en plus c'est très facile à lire. Donc je vais commencer par vous parler rapidement de l'auteur. Donc qui s'appelle Robin Hobb, qui est aussi appelée Megan Lindholm, pardon, et son vrai nom c'est Margaret Astrid Lindholm, donc qui est née en 1952 en Californie. Est-ce qu'elle est bonne? Bah, elle est née en 1952, donc c'était il y a longtemps. Qu'elle est partie ensuite en Alaska. Et puis voilà, juste rapidement sur sa vie, elle a étudié dans l'université de Denver. Elle a épousé Fred Ogden, avec qui elle a eu 4 enfants, et elle a emménagé sur une île qui s'appelle l'île Kodiak. Et en fait, quand j'ai lu ça m'a rappelé beaucoup de choses du livre. Et elle adore particulièrement les chiens, et vous allez comprendre pourquoi c'est important, parce que pour le coup, pour les gens qui aiment les animaux, ce livre est super intéressant. Pourquoi elle a changé de nom parce que la série est connue sous le nom de Robin Hobb. Pourquoi elle a changé de nom? Elle expliquait dans une interview que les premiers romans qu'elle a écrits sous le nom de Megan Lindholm étaient identifiés comme fantasy urbaine et non fantasy pure, et donc son agent lui a conseillé de changer de nom, et on lui dit souvent ouais mais c'est un peu plus masculin. Elle dit oui mais il n'y avait pas que ça comme raison, mais effectivement c'était un peu plus masculin. Il faut dire ce qu'il faut, c'est que vendre de la littérature fantasy sous un nom d'auteur femme, ça passait pas. Bah Marion Zimmer Bradley. Bah oui, mais c'est une des rares, je pense, mais c'est connu que il y a beaucoup de femmes qui ont utilisé des pseudos masculins pour ce type de littérature parce que ça se vendait mieux. Tout simplement. Malheureusement. Mais il y a quand même beaucoup de femmes qui écrivent justement ce genre de choses. Après, elle a commencé avec des livres pour enfants. C'est ce que j'ai vu aussi dans sa biographie. Alors, juste pour vous parler de l'œuvre rapidement, si ça vous intéresse de la lire, en fait, ce sont des séries. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment elles fonctionnent, et surtout l'ordre de lecture. Donc, en fait, ça a débuté en 95 avec la série qui s'appelle l'Assassin Royal. Donc, du tome 1 au tome 6, c'était ce qu'elle avait prévu d'écrire à la base. Et puis après, c'est parti plus loin. Le tome 1 à 6, en fait, il raconte l'histoire de Fitz Chevalerie Loin-Voyant, de ses 6 ans jusqu'à un peu plus tard dans sa vie d'adulte. Et là, on est vraiment dans un roman d'apprentissage. Donc, je détaillerai un petit peu en parlant des personnages principaux dans la suite de ma chronique. Mais là, on est dans un roman d'apprentissage, de survie. On va suivre, en fait, ce personnage qui est à la fois dans les intrigues de la cour, qui est placé alors qui est un bâtard, évidemment. C'est un bâtard. D'ailleurs, Fitz signifie bâtard dans ce royaume, et il est placé sous la protection du maître d'écurie qui s'appelle Buric, et aussi d'un vieux sage mystérieux qui s'appelle Umbre, et qui est un maître assassin, donc c'est trop classe. Donc il est dans ses intrigues de cour, il fait aussi des voyages semés de pièges et d'embûches et d'aventures diverses et variées. Il se lie d'amitié avec un loup qui s'appelle Œil de Nuit, et alors ça, ah putain, mais ça, quoi. ça, c'est génial, c'est juste génial. Et avec un personnage qui est le bouffon du roi, qui est albinos et qui est très délicat dans son ossature. Il est androgyne, en fait, on sait jamais si c'est une femme ou un homme. D'ailleurs, il a incarné des personnages féminins, et il s'appelle le fou, en fait. On l'appelle aussi Ambre, bien aimé. C'est un personnage Il y a pas un autre personnage qui s'appelle fascinant. Ambre? Tu viens de nous dire quand même. En fait, c'est Ambre. Ah d'accord. Non, c'est un Non, Dans je une parlais autre, de Umbre. Ah d'accord. comme l'ombre. Umbre et Ambre. Ok. Umbre et Ambre, voilà. Est-ce qu'il y a Ombre? Non. Non. Donc en fait, elle devait finir sur cette série, mais après elle a pris dans le même univers
plus dans le sud, les aventuriers de la mer. Donc c'est des personnages différents, les À aventuriers de la mer. Marseille. C'est con, je sais pas faire l'accent du sud, mais j'avais envie de le faire. Peu cher les aventuriers de la mer. Mais en fait, ça raconte ça raconte l'histoire d'une famille de marchands qui viennent de la ville de Terryville. Alors en fait, le premier Terryville, c'est Terryville, c'est le nom de la ville. En fait, l'aventure le premier, ça se passe à Castle Surf. Donc on imagine plutôt Europe. Enfin moi, c'est ce que je voyais, forêt, etc. Terryville, c'est plutôt dans le sud, il fait chaud. Attends, je viens de réaliser. Comment tu la décrirais cette ville? Je viens de réaliser. Tu la décrirais comment cette ville? Bah c'est une ville plutôt des pays chauds en fait, et en fait elle est proche de la mer et de cette ville par un fleuve qui s'appelle le fleuve des Puits, qui est un fleuve magique, et seul un certain type de bateau peut voyager dessus pour transporter des marchandises qui sont, ça s'appelle des vives-nefs, des marchandises qui sont très précieuses, et les vives-nefs sont des bateaux vivants en fait, des bateaux qui parlent, donc c'est passionnant, et en fait on va suivre là l'histoire d'une famille marchande dedans et d'une jeune femme qui essaie de récupérer la propriété de son bateau. Il y a des pirates, il y a de la magie, et il y a des trucs flippants. Mais bon, je vais pas aller trop loin dessus. Cette série-là, C'est la suite, c'est ce qu'elle a écrit juste après. par rapport à l'Assassin Royal, ce serait quoi le titre générique de cette série? C'est les aventuriers de la mer. Les Aventuriers de la mer. Okay. Voilà. Et ensuite, après, elle est revenue en fait sur l'Assassin Royal. Là, elle a écrit les tomes 7 à 13 et elle a repris le personnage de Fitz et elle a fait la suite de son aventure. Et bon, j'ai tout lu. Après le tome 7 à 13, elle a écrit La Cité des Anciens, qui est plutôt dans l'univers des dragons, mais qui vous parle aussi Toujours de dans le l'univers. même univers. Toujours dans le même univers. Alors, et en ce moment, l'univers des dragons, c'est quelque chose qui est très antérieur à l'histoire, ou bien c'est en même temps que l'Assassin Royal? alors, les dragons, c'était avant, mais je vais vous parler de l'univers après. Les dragons, c'était effectivement quelque chose qu'il y avait avant, mais qui va revenir dans ce monde-là, et c'est l'un des enjeux de cet univers. Et enfin, en ce moment, il y a, parce que je viens juste de prendre le tome 5, il y a Le Fou et l'Assassin, qui est la suite des aventures de Fitz. Juste pour info, il y a une adaptation française qui a été faite sous forme de bande dessinée, pour ceux qui n'ont pas le courage de lire, par les éditions Soleil Productions. Les éditions Soleil qui sont hyper connues pour tout ce qui est fantasy en BD, justement. C'est tout ce qui est L'Enfeust, etc. J'ai pas lu la BD, mais je me suis dit, vu que l'histoire est passionnante et qu'ils ont l'air de dire que c'est plutôt bien fait, voilà, si vous voulez commencer à vous y mettre, vous pouvez le faire. Et on a posé la question à Robin Hobb si elle voulait faire un film ou une série. Alors elle veut pas gâcher son histoire, donc elle a refusé pas mal de projets. Et dans une dernière interview en 2018, elle a dit rien de prévu, mais je suis optimiste avec tout ce qui se passe sur Netflix. Donc peut-être. Voilà, on n'en sait pas plus. Bon, on verra. Hein. Si jamais The Witcher est un succès, forcément les autres vont se battre pour avoir leur série à la Game of Thrones. J'ai beaucoup de mal à croire qu'à un moment un être humain puisse résister à l'envie de le faire. Puis surtout à un gros chèque de la part de Netflix. Mais c'est que le monde est génial. Justement, je vais arriver sur cet univers pour vous donner envie de plonger dans ce monde, parce qu'un univers de fantasy, c'est surtout le monde dans lequel on est. Donc en fait, on est dans un monde où, on commence avec un royaume des loin voyants. C'est un peu comme les Capétiens chez nous, la famille royale s'appelle les loin voyants, et ils voient très loin, qui sont les descendants des Outriliens, c'est-à-dire des gens qui se baladaient entre les îles et qui en ont eu marre de faire du pillage et qui se sont installés sur un territoire qui va s'appeler les Six-Duchés. D'accord, donc on est dans un monde médiéval avec un roi et puis des nobles un petit peu partout, voilà. Et il y a une particularité dans cette famille que j'aime beaucoup, c'est que tous les gens de la famille royale doivent avoir un nom qui représente leur personnalité. Par exemple, le roi le plus vieux, il est mort quand on débute, s'appelle le roi Bonté. Le roi avec lequel on débute l'histoire s'appelle le roi Subtil. Effectivement, c'est quelqu'un qui manœuvre avec beaucoup de diplomatie. Il a eu 3 fils. À essayer de deviner qui est le salaud. Il y en a un qui s'appelle Chevalerie, l'autre il s'appelle Vérité, et le dernier d'une nouvelle femme il s'appelle Royal. À votre avis, qui est le bâtard? Voilà. Souvent, en général, le dernier fils, quand c'est pas la même femme, en plus en général la femme c'est une connasse. Alors la nouvelle femme s'appelle la reine. Soit c'est un bâtard. Donc la première femme du roi Subtil s'appelait Constance. La nouvelle femme, la dernière femme s'appelle Désir. Voilà. Donc on voit un petit peu tout ça.
Et en fait, quand on commence l'histoire, ce qui se passe, c'est que Chevalerie, avant de se marier, a fait un enfant illégitime, un bâtard, Fitz, et c'est lui qui devait être roi. Et quand on a appris qu'il avait fait un bâtard, il a renoncé au trône parce que Chevalerie noble, Ça pue un peu. quoi. voilà, et donc il s'est retiré dans une petite machin contrée là, et c'est son frère qui a pris la suite, son frère Vérité, qui avait pas du tout été formé pour être roi, et bien évidemment Royal va intriguer pour prendre le pouvoir. Pourquoi? Juste parce qu'il veut le pouvoir. Il a pas du tout envie de se choper les problèmes, parce qu'il faut savoir qu'ils sont quand même attaqués par d'autres royaumes, mais Royal, tout ce qui l'intéresse, c'est le pouvoir. Et pourquoi ce monde il est cool? Parce qu'il y a des magies dedans. Et il y a une magie, je pense, qui va peut-être plus intéresser Moufette, c'est la deuxième, et je vais commencer avec la première. La première magie, elle s'appelle l'art. L'art, c'est une magie royale, donc c'est celle des loin-voyants. Il n'y a pas que les membres de la famille royale qui l'ont, il y a d'autres personnes qui peuvent l'avoir, mais c'est plutôt génétique, et c'est assez rare en dehors de la famille royale. Donc les capacités de cette magie, c'est de communiquer par la force de l'esprit. On peut envoyer des textos ou des images. Tu peux mettre une pièce jointe. Là, tu peux mettre des pièges joints. Ça dépend de ton pouvoir et de ton affinité avec la personne. Combien en de fait. mégaoctets? Bah, si tu vraiment tu t'entends bien avec la personne et que t'es bon, tu peux envoyer un film complet. Mais sinon, c'est compliqué. Évite Conan le barbare. Ensuite, l'art, ça vient aussi d'une ancienne civilisation qui avait créé des piliers. D'ailleurs, j'ai juste une question, c'est comment ça s'écrit? Parce que L-A-R-T, comme l'art. ah, comme l'art. Comme l'art. Et d'ailleurs, on dit artiser quand tu fais de la magie. Donc il y avait une ancienne civilisation qui s'appelle les Anciens. Donc plus tu creuses l'univers, plus tu en découvres plus sur ces anciens, qui avaient créé des piliers noirs. Et est-ce qu'à l'époque où c'était leur époque, ils s'appelaient les anciens? Oui, non, il s'appelait pas comme ça. Mais tu peux voyager à travers ces piliers si tu as l'art. Si tu n'as pas l'art, tu peux pas voyager. C'est des TP. C'est des postes de téléportation en fait. Mais ça peut être très dangereux. Si tu maîtrises pas ton truc, tu peux te dissoudre dedans. Un peu comme tu sais, un médicament, hop, tu te dissous et puis plus rien. Ensuite, avec l'art, tu peux blesser ou tu peux soigner physiquement, mais ça te coûte en énergie, c'est-à-dire que tu peux vraiment te rajeunir, ou si t'es très blessé, tu peux te soigner, mais ça te prend tellement d'énergie que tu finis en mode super grumps. Moi, je trouve ça très bien pour faire un régime, mais ça peut être dangereux. Tu peux influencer à distance des humains, par exemple, Vérité. Pendant la guerre, il va beaucoup influencer à distance les pirates pour qu'ils reconnaissent pas les côtes, pour qu'ils se perdent, etc. Donc ça va jouer dans la guerre, mais ça va l'épuiser en fait. Et tu peux allonger ta vie. Donc l'art est une magie extrêmement dangereuse. C'est un peu comme une drogue. Celui qui pratique cette magie s'appelle un artiseur. Et si t'es pas bien formé, donc c'est là que je parlais de cohérence dans la magie, tu peux avoir une fin d'art qui va te pousser à artiser pour rien, non-stop, tu vois, et tu peux disparaître dans le flot d'art si tu te laisses entraîner. Donc c'est vraiment un pouvoir avec lequel il faut faire attention. C'est comme l'art en fait. Exactement. Te dissoudre. Normalement, les artiseurs, ils sont prévenus dès le début de leur formation de l'attrait de cette magie, et plus tu l'utilises, plus tu es attiré. Donc voilà. Donc, ce qu'il faut savoir juste sur l'art, c'est que quand on débute, il y avait avant des gros clans d'artiseurs qui servaient le roi. En plus, on s'en servait comme relais poste. Tu sais, on les mettait un peu partout dans le royaume et puis on communiquait comme ça. Hyper pratique, tu vois. Mais le problème, c'est que quand l'histoire démarre, Subtil, donc le roi là qui est un peu vieux, il a choisi sous l'influence de sa seconde femme Désir, donc la connasse, il a choisi de prendre un mec qui s'appelait Galen et de l'élever au rang de maître d'art. Et en fait, ce mec-là, c'est aussi un connard, Galen, et il va mal faire les choses, et ce qui fait que toute la magie va un peu se perdre. Alors, je vais pas tout vous dévoiler pourquoi, mais du coup, on démarre, on a plus beaucoup de connaissances, et en plus Galen il veut pas former les gens comme il faut, il fait que des bêtises, donc du coup cette magie se perd un petit peu, et en fait Il veut pas ou il est incompétent? il est à la fois incompétent parce que sa maîtresse était très forte mais elle est morte, et en même temps il est avide de pouvoir, donc il travaille complètement pour Royal, et en faisant ça il détruit un petit peu l'art. Donc en fait, ce qui est intéressant dans toute la suite de bouquins, c'est que au début t'en connais très peu, et pendant toute l'histoire tu cherches à savoir c'est quoi, comment ça fonctionne. Il y a beaucoup d'intrigues politiques. Exactement, et oui, il y a beaucoup d'intrigues politiques, et du coup tu vas apprendre de plus en plus, parce que l'art c'est quelque chose qui vient vraiment des anciens, et on va comprendre d'ailleurs plus tard que c'est lié au dragon. Je ne vous dirai pas comment, mais c'est lié au dragon. Et là, la magie qui est quand même ultra cool, même si elle est mal vue, c'est le vif.
Donc la magie du vif, c'est une magie pratiquée par des personnes qu'on appelle les vifiers ou vifières, et qui se font appeler, ceux qui font ça sainement, les membres du lignage. Donc qu'est-ce que c'est que cette magie de vif ? D'abord, ça vous permet de ressentir toutes les formes de vie animales aux alentours. Ça comprend aussi les humains. Vous pouvez ressentir en fait la nature. On peut comprendre ce que disent les animaux et du coup on peut communiquer avec les animaux et du coup Je suis fière. ben voilà, j'en Mais étais sûre. grave, mais grave. Si je crée un univers fantastique avec, je te mets cette magie parce que en fait ce qui est super cool Est-ce c'est qu'on reconnaît que l'animal est au-dessus de l'homme? les membres du lignage ont un grand respect pour les animaux, vraiment. Alors moi, je serais la reine et j'abdiquais qu'ils sont au-dessus Mais des après, hommes. ce qui est très intéressant, c'est de voir que les personnages humains. Je vais avancer, tu vas comprendre. En fait, je vais faire un petit. Ça sous-entend qu'ils sont tous véganes? Non, en fait, vous allez voir. Juste, je finis sur les capacités, vous allez comprendre. Donc, en plus de ressentir la nature, ça permet aussi de comprendre les besoins des autres et de les repousser et de les attirer. C'est-à-dire quelqu'un qui a le vif autour de cette table, il peut sentir qui est à l'aise, pas à l'aise. C'est un instinct animal, en fait. Et surtout, ça permet de se lier avec un animal précis. Et ça ne se fait pas n'importe comment. Il faut que l'animal aussi soit d'accord et recherche un partenaire. C'est un lien qui est unique entre les deux êtres, l'humain et l'animal, et qui te permet de discuter plus facilement, d'utiliser les sens de l'autre quand c'est nécessaire, et qui va d'ailleurs beaucoup aider notre personnage principal. Et donc c'est là qu'on a du respect pour la vie animale, parce que notamment je parlais de ce loup qui s'appelle Œil de Nuit. Il va être lié au personnage principal et tu vas découvrir la façon de penser des animaux où en fait Œil de Nuit il critique tout le temps les humains en disant mais pourquoi vous faites ça n'a aucun Alors en sens. fait, je suis œil de nuit. Je ne suis pas fière. Non mais du coup Fitz va prendre un peu cet instinct de loup, et c'est vrai que Œil de Nuit il a une grande sagesse dans sa manière de parler. Souvent les animaux ils ont une grande sagesse, et tu vois qu'elle marque la différence entre les loups et les chats, les félins par exemple, qui ont pas du tout le même comportement, et c'est ça qui est fascinant. Quand on lit on se dit elle a vraiment observé les animaux, vraiment. Mais je trouve que la force de cet univers, le concept de l'art et du vif, c'est du génie. Tout l'intérêt de cette saga, je trouve, enfin pas tout l'intérêt, mais je trouve que ce concept qu'elle a réussi à trouver pour cette saga, il est génial. C'est ce qui fait que tout cet univers tient debout, que les personnages sont attachants. Fitz, la particularité, c'est que lui, il arrive à faire les deux. Il arrive Oui. à faire l'art et le vif, alors que normalement tu peux faire que l'un ou que l'autre, et que l'art effectivement est une magie royale, alors que le vif est une magie païenne, quasiment vraiment réservée à des reclus. Bah, c'est là où c'est la suite. Et non, moi j'adore ce concept. C'est quoi? C'est parce que c'est un bâtard? Non, parce que alors je vais t'expliquer sur le vif. Je vais juste venir sur les points Mais négatifs. pourquoi lui, il a le droit d'avoir les deux? C'est par rapport à son histoire. Je te Bah dis. vas-y, raconte. Mais attends 2 secondes. 2 secondes. Donc les points, comme l'art, toute magie a un point négatif. Le premier, et là pour le coup c'est super émouvant, c'est que c'est la durée de vie des animaux. C'est-à-dire elle est pas aussi longue que celle des humains. Donc normalement, quand t'es formé en tant que membre du lignage, tu te lies pas avec n'importe comment. On empêche les enfants de se lier jeunes à des animaux parce que c'est un lien, ça se crée quand t'es un adulte et quand t'es prêt à assumer certaines choses, parce que tu vas forcément à un moment donné perdre ton animal, et c'est terrible. C'est Je sens que ça pue pour œil de nuit. Faut éviter de se lier avec un papillon. Œil quoi. de Nuit, Œil de Nuit vit très 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 longtemps. En plus de ça, c'est T'as pas dit qu'il était éternel, ça veut dire qu'il meurt. On va à un pas moment. spoiler. on va pas spoiler. Mais et puis Œil de Nuit On va pas spoiler. reste d'une certaine façon. Alors, On va pas spoiler. on va pas spoiler. Alors du coup juste oui, le vif est évidemment mal perçu par les habitants des Six Duchés depuis la mort d'un type qu'on appelle le prince Pi, qui était un prince loin-voyant. Donc version genre officielle, on dit que le prince Pi c'est un gros salaud qui a fait des exactions, et qui fait que le peuple, quand il repère un vifier, il les pende, il les découpe, il les brûle et il jette les cendres dans un cours d'eau. Normalement, on est sûr qu'ils sont morts comme ça. Comme ça, ils sont morts. Et ils expliquent, en fait, l'histoire, ce serait que la mère du prince Pi aurait décidé de chevaucher un étalon de vif, et que il aurait pris forme humaine et qu'il l'aurait violé, et que ça aurait créé le prince Pi, qui est un prince horrible. C'est pas la vraie histoire, c'est un prince bâtard. Dans la réalité, en fait, il y a un mec qui a assassiné le prince Pi et qui a dit que des mythos. Voilà. Grosso modo, c'est ça. Donc les habitants des Six Duchés qui n'appartiennent pas au lignage, ils y voient en fait une forme de perversion, et il va y avoir aussi une grosse quête politique
dans la deuxième partie de l'Assassin Royal qui va traiter de ce sujet. Le vif, il permet de sentir la trame de la vie, les liens qui unissent chaque être vivant, des plantes, les animaux, etc. Et donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand un vifier arrive à l'âge adulte, il se met en quête d'un compagnon animal, c'est un peu l'équivalent d'un mariage. C'est un accord mutuel et total. C'est pas l'homme qui force sa volonté à l'animal, c'est une rencontre entre les deux qui décident de fonctionner ensemble et c'est très beau. Voilà. Non mais c'est génial en fait, faut le lire parce qu'il y a vraiment des moments qui sont extrêmement émouvants en fait dans ce lien avec la C'est un peu nature. ce qu'on voit dans Avatar d'ailleurs, non? Le lien animal. En fait dans Avatar t'as pas l'impression que Ils vont parce peut-être pas forcément un dialogue. Ils vont t'as peut-être pas pas aussi forcément un bien. dialogue et puis moi j'ai l'impression dans Avatar qu'il prend quand même le dessus sur l'animal alors que quand il se lie avec Œil de Nuit il lui parle et il lui dit pourquoi tu fais des conneries là mec, tu vois genre Ouais, il y a vraiment de la télépathie, il tout se met ça, c'est le beaucoup loup plus- il est au même plus niveau que l'homme, c'est pas genre je vais t'obéir, c'est genre on travaille ensemble et là tu fais de la merde. Et d'ailleurs, il t'explique que quand ton lien est très fort, tu finis par devenir comme l'animal. Tu y as Et pareil, pensé comme lui? Alors, Quand par il est exemple, comme lui. à un moment, il y a un perso qui est lié à un ours et en fait, physiquement, il commence à se rapprocher de l'ours tellement il est lié à son animal. Et il me semble aussi qu'ils expliquent que c'est dangereux il faut faire attention à cet équilibre. Il faut jamais trop se lier à son animal parce que pareil, l'animal peut se rapprocher de l'homme et c'est pas une bonne chose pour lui. Il me semble qu'il y a des choses comme ça. Ça peut être aussi. mauvais pour lui. Il y a des moments il faut laisser. D'ailleurs, Œil de Nuit aura un passage où il devra s'éloigner pour renaître, pour retrouver se retrouver plus lui-même proche des parce qu'il siens, est, quoi. parce qu'il était trop proche des hommes. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est quand on a un individu qui possède les deux magies interagissent l'une avec l'autre. Parce que tu peux pas séparer ton intellect de ton instinct en fait. Donc ça fonctionne ensemble. Non, mais en fait, juste, pourquoi c'est cool? Enfin, Alors, pourquoi c'est cool? Déjà parce que le personnage principal, tu le suis depuis l'enfance, donc t'as l'impression que c'est ton ami, tu le connais par cœur. Parce qu'il y a cette connexion avec le monde animal, et ça c'est fascinant, parce que Robin Hobb l'écrit très très bien. Que cet univers, plus tu creuses dedans, plus t'as des légendes, t'as des trucs, donc tu veux savoir comment ça ça a fonctionne. l'air dense, ça a l'air très dense. C'est très dense, mais alors par contre, c'est par rapport à du Tolkien, par exemple, c'est extrêmement facile à lire. Moi, je peux le dire, j'ai juste commencé, je me suis arrêté, pas parce que ça me saoulait et tout, mais c'est vrai que c'est facile à lire, c'est bien écrit. Ouais. Et ouais, il faudrait que je me remette dedans. Et puis, enfin moi je les ai lus par petits bouts, c'est des petits bouts, donc c'est très très facile à lire, donc c'est très facile de se mettre dedans. L'univers est fun, ces deux magies fonctionnent extrêmement bien. Et puis tu suis ce personnage depuis l'enfance, tu les connais en fait. Au bout d'un moment, tu connais Œil de Nuit, il est trop cool. Œil de Nuit, c'est le loup là, il est super cool, il est super balèze. il a l'air très très cool. Donc cool. l'univers est vraiment génial et je pense que c'est la meilleure chose parce que t'es pas obligé de lire tout ce que j'ai lu. Moi après je me suis mis dedans parce que j'étais passionnée par l'univers. Tu peux juste Ça lire se la première sent. série. Non, C'est là, vas-y, univers. 45 minutes, lire juste la description d'un arbre. Justement, si tu devais retirer tout ce qui est, toi, tu t'es plongé dans l'univers, mais si on devait, juste pour savoir à peu près l'histoire de Fritz, ça serait le tome 1 à combien? La première série De du tome 1 1 à à 6, tu Parce as que en fait de J'ai 1 à regardé 6 sur Amazon, c'est pas donné, donc vas-y, mais dis-moi. après je peux te Oui, non mais du tome 1 à 6, tu as une histoire complète. Ok, Ouais, ouais. Tu as une d'accord. histoire qui va du début jusqu'à la Tu fin. me prêteras 1 à 6. voilà. pas plus. Là, t'as vraiment une histoire complète. Après, c'est d'autres histoires. C'est comme si Tiré du même univers et Voilà. de la même mythologie. Voilà. Mais moi, c'est des bouquins que j'ai dévorés. Je les ai lus super je vite. pense pareil. Je pense que c'est une de mes auteurs préférés. J'en discutais tout à l'heure à midi avec vous. J'ai eu la chance de rencontrer l'auteur Robin Hobb qui est adorable. Je l'avais interviewé pour Kiss My Geek. J'ai réalisé mon rêve en faisant ça. C'est juste une de mes auteurs préférées, cette meuf. Ces bouquins sont ouf, tu les lis hyper facilement et quand tu rentres dedans, tu ne le lâches plus. C'est un page turner comme on dit. Si vous n'avez jamais essayé la fantasy et que vous voulez vous y mettre, mais commencez par l'Assassin Royal, c'est trop bien. Parce que c'est facile à lire. Et puis, le personnage n'est pas non plus de Marissou. Tu t'énerves contre lui, des fois, tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais? Les persos sont très bien écrits, en Ouais. fait, psychologiquement. Des fois, ils font des trucs cons, mais parce qu'ils sont jeunes et ils progressent. C'est très écrit avec beaucoup d'humanité, en fait. C'est écrit par une femme, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est exactement ça. Voilà. Donc, c'était l'Assassin Royal. Est-ce que je vous pose la question de l'auditeur?
Ah bah oui, vas-y, pose la question de l'auditeur. Sans transition, mais il y a aucune transition dans ce podcast, s'il vous Il y a plaît. même pas un vieux jingle qui traîne là, même pas. Je sais pas. La question de l'auditeur. Elle a définitivement Tu fais mieux que nous, relancé Fred, le jingle à la bouche. Le jingle à la bouche revient. J'ai vu que c'était à la mode chez vous. donc. Alors c'est pas Bah, une ça question de l'était, mode, c'est c'était une question de plutôt budget l'été avant tout. dernier. Ouais. Collection de l'été On a dernier. oublié le Karina. C'était une question de Big Yosh et qui demandait, je pense que c'est très bien pour conclure, quelle est votre œuvre Heroic Fantasy préférée dans la catégorie livre, jeux vidéo ou film? Alors Punky, je crois qu'on a compris. Hein. Oui, je crois que. Dans le livre, c'est l'Assassin Royal. Dans le film, c'est Seigneur des Anneaux. Des agneaux. Non. Les agneaux. Le silence des agneaux. Silence des Agneaux. Des anneaux. Et puis dans le jeu, Bon, mais de toute façon, ton œuvre maîtresse, Ouais, c'est la c'est pas mal, déjà. Royale et le Seigneur des Anneaux. Alors moi, je sais pas. Non, je vais réfléchir un petit peu. Toi, Baldwin, ce serait quoi? Je connais pas trop le monde de la fantasy, donc moi j'aurais dit. Mais tu peux rappeler un de tes souvenirs dont tu nous as parlé hors antenne? Quand mon père non. Lequel? Non, mais les chroniques de... Comme ça donne... Ah, les ça chroniques donne- de Lodos, oui, ça donne c'est une un petite, manga japonais qui récupérait. Bah en fait c'était les mêmes arcs en fait, hein, donc un sorcier, un prêtre, une elfe, enfin un nain. Pour ceux J'avais qui beaucoup jurent aimé, que par mais l'animé mais qui veulent découvrir le c'est assez vieux. Il y a eu ouais. plusieurs histoires différentes réalisées par des personnes différentes, mais j'ai vu que le premier et j'ai vraiment adoré. Je me suis un peu trop d'histoire en fait. Un hein. très très bon générique au niveau de la musique. Tout, il y a pas, non, c'est pas que le générique, c'est toute la série. La musique est vraiment magnifique. Mais sinon, moi, c'est vraiment exposé avec Le Seigneur des Anneaux que j'ai vraiment, pareil au cinéma. J'ai adoré la version longue que je recommande même plus encore. Je me souviens de certains trucs, sur Commodore 64, je jouais à Barbarians parce que c'était tiré de ça. Barbarians. Je regardais beaucoup Musclor parce que à la base c'était tiré de Conan Barbare, mais vu que le film était trop violent, ils l'ont transformé en Musclor. Qu'est-ce que je pourrais dire Non, mais raconte On en pas a ta dit vie, un. c'est bon. Si, hein. si, si, j'ai le droit de parler On un a petit dit peu, c'est un peu une. mon podcast quand même. surtout que t'as pas fait de chronique. Non, je tiens quand même à dire un truc parce que tu te fais souvent défoncer au micro, Baldwin, il faut dire ce qui est. Mais je suis impressionnée par ta culture cinématographique et tout ce qui Alors, tourne merci. Mais autour. arrête, mais ne lui dis pas. Parce Non, mais que- je me dis pourquoi que si moi je lui dis pas, personne lui Mais dira. justement. Mais, non, mais je... Donc, non, il faut lui dire que ça serait bien qu'il le mette à Mais t'es profit. vraiment un connard. Et bah, c'est tout. Enfin, c'est tout ce que je me souviens, en fait. Bon, toi, en fait, on sait que t'as découvert un peu, j'ai pas parlé dans le micro, t'as un peu découvert la Dark Fantasy il y a pas si longtemps que ça. Donc tu peux nous Ouais, parler de ton œuvre. moi j'aime pas ça. Donc la seule œuvre qui était méritante à mes yeux, c'est Berserk que j'ai toujours pas terminé de lire, donc je vais finir Bonne Nuit Poun Poun. Il faut savoir que l'auteur de Berserk est un grand fan du cinéma des années 80 et justement de l'heroic fantasy des années 80. C'est surtout que merci. Et de Conan le Barbare et il y a beaucoup de similitudes entre Guts et Conan. Ouais, alors le truc c'est que il sort maintenant un tome par an. Et je crois qu'on en est une quarantaine de tomes. Non, merci. Il sort un tome par an, je crois qu'il est déjà plutôt âgé et pas en super bonne forme, et qu'il a prévu, il avait prévu son œuvre sur 60-70 tomes, donc c'est pas sûr que ça se termine un jour, puisqu'il risque d'y passer pépère. Donc, Mais c'est horrible de nous faire, Ça, c'est de un nous peu mettre dans chiant. un truc comme ça et de pas avoir de fin. Peut-être George qu'il a Martin. laissé exactement, un c'est héritage, comme George je sais pas, un Martin. scellé avec comment il voit sa fin et qu'il Bah, va le c'est, transmettre à un autre C'est mangaka. pas J.R. et que, Martin, c'est pas celui qui fait Game of Thrones qui a fait ça? C'est ce que je viens de dire. Tu as dit? Tu n'écoutes pas? Si, mais pas pas tout le monde, a priori. Donc non, j'ai toujours pas terminé. J'espère me mettre à jour bientôt. J'ai beaucoup de trucs à lire, mais ouais, c'est le seul truc de Dark Fantasy en tout cas qui m'a fait un peu vibrer. Donc voilà. Du coup, j'enchaîne. Moi, tout pareil que Punky, Le Seigneur des Anneaux et Robin Hobb, c'est la vie. Du coup, je vous conseille complètement autre chose. C'est si vous voulez de la fantasy loufoque, et ben vous regardez Monty Python, Sacré Graal, et vous lisez Terry Pratchett, Les Annales du Disque Monde. Vous commencez par les 8 couleurs, et puis vous lisez les 3 premiers, les 8 couleurs, les 8 filles et les 8 je sais pas quoi, je sais plus quoi. Et niveau jeux vidéo, BioWare, Black Isle, la vieille époque, Baldur's Gate, Icewind Dale, etc. C'est la vie aussi. Voilà.
Je pense que K est en train de passer à autre chose. K est en train de Envoyer Conan. Je crois que Elle pense à Tinder, là. tu maîtrises l'art parce que ça agit directement sur. Tu t'es fait influencer par quelqu'un là. Moi, comme vous avez pu le constater, bah, c'est Conan le barbare que j'ai kiffé à mort. Non, vraiment, moi j'adore Game of Thrones. Goth, vas-y Goth. Game of Thrones. Bah moi déjà je dis GOT alors. Je suis française de la seule meuf de l'univers qui dit GOT. GOT. Non, voilà. Après, j'ai adoré Le Seigneur des Anneaux, mais c'est vrai que Game of Thrones. GOT. J'ai franchement adoré. Comme je vous dis, par exemple, j'ai vu les 7 saisons. J'ai été blessée, donc je ne travaillais pas là, mais je me le suis fait en un peu moins de 2 semaines. C'est pas mal. Où c'était toute la nuit, quoi. Je veux dire, je m'arrêtais pour pisser et chier, quoi. Ah ouais, Non, le détail vraiment... est important. Ouais, bien sûr. Tu faisais pas dans une bouteille, c'est déjà ça, quoi. Pas loin. Bah si, pourtant, peut-être. j'aurais pu, hein. Non, mais c'est vrai que j'ai vraiment été prise dans l'univers de, tu vois, tu finis un truc et tu dis, ah non, mais je vais pas me coucher maintenant. C'est pas possible. Toi, t'as eu la chance de pas être spoilé. C'est-à-dire que moi, je regardais Game of Thrones parce que je l'ai regardé épisode par épisode parce que je voulais pas être spoilé parce qu'il y a il se passe beaucoup de choses dans les épisodes. Mais... Et donc, parce que d'habitude, je regarde comme toi, je regarde toute la série d'affilée. Mais là, sur cette série, je ne peux pas. Oui, mais c'est parce qu'en fait, je m'y suis pas intéressée avant. Il y avait beaucoup de personnes qui en parlaient. Et moi, je disais, moi, je suis un peu têtue là-dessus. Ouais, ce qui fait que finalement, les spoils, ça te touchait pas, vu que tu t'en foutais. Bah, j'écoutais même pas, en fait. Tu vois, puis tu comprends pas quand t'es hors contexte. Ouais, et il y a tellement de choses qui se passent que même si on te dit un truc, quand tu les vois 2 mois après, tu sais pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je me dis toujours, quand on parle trop d'une chose, je le regarde pas à ce moment-là. Ouais. Je préfère prendre du recul et le voir plus tard. Et en fait, je l'ai vu il y a même pas un an. Mais moi, j'espère juste une chose, c'est que toutes ces mainstreamisations de la fantasy par la série, ça ouvre les gens à la lecture. C'est bien si vous aimez les séries, mais lisez les bouquins au lieu de lire du je sais pas quoi Lévy, les trucs à la mode, Da Vinci Code, ça pue du cul. Prenez des vrais auteurs avec des univers uniques qui proposent des trucs complètement différents. Et voilà. La fantasy, c'est pas un truc de geek, c'est de la vraie littérature avec des vrais auteurs qui ont des vrais concepts à proposer. Et j'espère vraiment que les gens qui s'intéressent à la fantasy par l'écran rentrent dedans par le livre aussi, parce qu'il y a vraiment des choses à découvrir. Il faut qu'il soit bien conseillé pour Ouais. commencer, Ouais, parce qu'il y a des c'est vrai choses que tellement différentes que. en fait, il y a des œuvres et même des tics. Moi, je sais que je suis un grand fan d'Heroic Fantasy, mais j'ai par exemple beaucoup de mal à en lire parce que c'est souvent des récits. Et comme Pug aussi, t'avais dit. Ouais, Pug, j'ai eu énormément de mal alors que c'était très séduisant, mais des longs voyages, et ça peut être dur. Et par contre, comme je l'ai dit, le peu que j'ai lu de l'Assassin Royal, ça coulait. Donc, mais l'Assassin Royal, c'est vraiment ça coule et c'est vraiment le truc original, c'est ce lien avec les animaux. Mais bon, je vais arrêter. Après, moi, je vais juste, sur ma reco, on est dans les recos? Pas reco, mais dans ce qui m'a marqué, moi, il y a eu. Et franchement, on est sur le meilleur timing de podcast. Il y a eu tous les films qu'on a évoqués. Moi, je suis comme Baldwin, je suis un enfant des années 80, donc même des navets comme Krull. Bah ouais, Fantagaro. 79. Fantagaro, oui, c'était ça. C'est ce genre de Qui souvenir. se souvient de ce truc Mais italien? il diffusait tous les Noëls depuis 80. Mais après, te au niveau littérature. Fantagaro, c'était la fille qui était déguisée en garçon en se mettant Comment mon elle s'appelle déjà Mon Dieu, si je me rappelle. Comment elle s'appelle? C'était la danseuse. Elle Comment elle avait une s'appelle? pierre qui parlait. Mais c'était trop bien. Comment elle s'appelle? C'est la femme de Lelouch. Et elle j'ai oublié affrontait, comment il s'appelle? C'est pas Alexandre. Barberac, là, Vanessa ou, Mais non. Tabernacle? Il dit Lelouch. Non, Barabac. mais Pas de Gilles. Ah bah, précisez les prénoms des Lelouch. Il y en a plusieurs. Non, du réalisateur. Non, il dit Claude juste que le Lelouch, mec pas était de louche. Gilles. Mais par contre, moi ma recommande. Jouer au jeu de rôle aussi. Moi je vais faire assez simple. J'aurais voulu dire Dune, mais c'est un peu triché parce que c'est pas vraiment de l'heroic fantasy. Ah, Dune, c'est quand tu lis toute la série, c'est trop philosophique. C'est lourd, c'est dur. Je parle très pas dur. du premier, mais Non, quand moi, je parle de ce qui quand m'a tu marqué. tapes tout Dune, Moi, au niveau je parle philosophie, c'est rude. Donc ce qui m'a marqué, il y a eu Dune, mais pour vraiment rester sur de l'heroic fantasy un peu plus classique, j'ai beaucoup été séduit quand même par l'univers de The Witcher parce qu'il est dark tout en étant léger et
les jeux en tout cas sont une bonne porte d'entrée pour un univers, pour un bel univers, je trouve. C'était un merveilleux Moment à passer Merci pour ensemble. ce moment. Merci Merci Eska à toi, Eska. d'être venu jusqu'à Lille. jusqu'à Lille. Surtout fait d'avoir un quart d'heure de enregistré, voiture. d'avoir enregistré pendant 18 heures. Parce que là, je pense que c'est le podcast le plus long de ta vie. Le podcast. Le podcast. Le podcast le plus long de ta vie qui va être Avec le plus Cortex. court en fait. Et merci à tous. Et avant que Moufette nous tue tous de son regard meurtrier, je pense que je vais vous souhaiter une bonne soirée. Exactement. Dédicace à Flo, le grand vainqueur. Au revoir tout le monde. C'est la fin la plus malaisante. C'est que je la connaisse. fin la plus mal. Vous savez que là, j'ai Hallucinant. pas une fin propre. C'était une émission très efficace, très rentable au niveau temps. Et je me félicite, je vous félicite tous, je voulais dire, pour cette efficacité. Et je vous dis au revoir et à la prochaine fois dans une autre émission. Bisous à tout le monde, gros poutou. Culture. Culture. Tout commença lorsque le roi Quesadillas envoya ses meilleurs héros combattre les forces du mal. Une communauté fut alors créée. La communauté des Le premier de ces valeureux protagonistes, Baldwin le fumiste, ne participera pas à la quête, car il ne se leva jamais. Le second, Choco le grivois, se perdit dans un bordel au milieu de la forêt elfique. Le troisième, Tripper le magicien, fut appelé par TF1 au dernier moment pour le tournage de Danse avec les stars. La quatrième, Punky la conteuse, eût été bloquée à Lille afin de terminer sa chronique. La cinquième, C'est malaisant. car la séductrice eût été retenue par un Urukai, chauve, à barbe, gaulé, gaulé, gaulé. La sixième, Moufette, la succube, eût été trop occupée à organiser un suicide collectif dans les douves du château. Alors que tout espoir semblait perdu, un simple hobbit, Florian du Morbihan, se dressa contre l'ennemi, armé d'une niniche de quiberon géante. Le film. Est-ce qu'on peut l'écouter? Moi, je veux l'écouter. Est-ce qu'on peut répéter? Putain, mais on est vraiment des golemons. Mais on est des golemons à 1h du matin à faire des